Apocalypse Now, pour parler en effet du sujet de l'écologie au sens large. Je pense que vous savez que vous êtes ici dans l'antre intellectuel, c'est un peu pompeux mais c'est vrai, de The Boson Project, Belleville by Boson, qui est un lieu qu'on a imaginé pour croiser les regards, les sensibilités, les expertises sur les sujets qui nous touchent au quotidien. Pour rappel, notre cœur de métier, c'est la transformation des organisations et de la société. On a deux jambes. On a une jambe où on accompagne des leaders, des intellectuels, des collaborateurs, des managers qui prennent leurs responsabilités. Ça va être un thème fort ce soir pour essayer de faire bouger les lignes de leur boîte. Et derrière les collaborateurs engagés, qu'ils redeviennent être des citoyens qui regardent le monde de manière un peu différente. Et puis on a une autre branche qui est une branche de contenu, où on essaye de donner corps, de donner vie, de donner à partager les convictions, les intuitions qui nous animent. Et on avait besoin d'un lieu pour faire se rencontrer les communautés qui nous suivent, qui nous aiment et qu'on aime aussi, et qui ne se rencontrent pas, qui sont des communautés de jeunes, qui connaissent les Bosons depuis presque 10 ans maintenant et qui font nos millions de vues sur YouTube, des communautés de dirigeants, de patrons, qui sont aussi d'une loyauté extraordinaire, des communautés d'intellectuels qui nous permettent d'être challengés, d'être remis en cause en permanence, et puis des communautés de gens qui se posent des questions et qui trouvent derrière le cheminement Boson, qui est un cheminement avec beaucoup de sincérité et d'ouverture, le moyen de partager à plusieurs des interpellations qui nous concernent. Et alors pourquoi ce sujet ce soir, ici ? Parce que nous qui accompagnons des transformations d'organisation, donc des dirigeants et des actionnaires qui se posent des questions, la notion de la responsabilité globale, qui englobe pour moi la responsabilité sociale, environnementale et sociétale, se pose de plus en plus. Pas plus tard qu'aujourd'hui, je sors d'un conseil d'administration d'une très grosse entreprise du retail, qui est numéro 1 en Europe et numéro 3 au niveau mondial, 115 000 collaborateurs, qui pendant 2 jours s'est posé la question de, plus que sa raison d'être, la raison pour laquelle demain on s'engage pour elle, après-demain on consommera ces produits. Et finalement, en fait, les raisons de sa survie. Dans un contexte où l'engagement, et plus que ça, en fait, la prise de responsabilité, la prise de position sur des sujets sociaux, donc internes, sociétaux, donc politiques et environnementaux, parce que c'est un cas de force majeure absolu, devient un absolu. Donc c'est la raison pour laquelle, parce que c'est connexe à des sujets qui nous animent, parce que ce sont des problématiques qui commencent à innerver profondément les cerveaux des dirigeants, des actionnaires, des managers qu'on accompagne, parce que c'est un sujet d'une complexité abyssale et qu'il fallait, pour tenter d'y répondre, croiser les regards, croiser les disciplines, en l'occurrence le regard d'un écologue, professeur du Collège de France et de la Sorbonne, et le regard d'un docteur en neurosciences, psychologue clinicien, donc des gens qui vont vraiment analyser par des grilles de lecture très 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 différentes un même et seul sujet qui n'est pas un sujet d'expert. Ça c'est très important pour nous, c'est un sujet de citoyens en fait, c'est un sujet d'êtres humains. Je pense que pour ceux qui sont parents dans cette salle, et comme on vieillit, nous les Bosons, on est de plus en plus parents, c'est un sujet qui résonne en fait au quotidien. Le jour où on a un enfant, la problématique de l'écologie, elle devient vitale. La temporalité change. Et donc pour toutes ces raisons-là, on a souhaité organiser cette conférence. Alors pour faire une petite introduction pour dresser le décor, j'ai préparé quelques chiffres qui me semblaient évocateurs. Apocalypse Now, pourquoi ? Nous sommes en train de vivre la 6e extinction massive de la planète. Cette fois-ci, c'est l'homme qui en est la cause. C'est ce qu'on appelle l'extinction de l'Holocène. Selon la WWF, l'espèce humaine a annihilé 50% de la population animale depuis 1970. Il est même possible que d'ici 2048, les océans soient entièrement vides. L'acidification continue des océans décime petit à petit les phytoplanctons, dont va nous parler Gilles, qui assure 45% de la conversion naturelle de CO2 en oxygène et qui constitue la base de la chaîne alimentaire marine. La Terre a ainsi perdu un tiers de ses sols fertiles au cours des 40 dernières années, épuisés par les herbicides, les pesticides et l'azote qui est issu de l'élevage intensif. Selon un rapport de l'ONU du mois d'octobre, nous n'avons plus que 12 ans pour endiguer le changement climatique et l'empêcher d'atteindre la hausse de 1,5 degré.
sur la moyenne de température mondiale. Sinon, les conséquences seront irréversibles. Je crois que malheureusement, on y est. Aujourd'hui, nous commençons déjà à voir apparaître des pathogènes qui sont résistants à toute forme d'antibiotiques connus. Selon l'Agence européenne du médicament, 25 000 personnes meurent chaque année en Europe d'infections dues à des bactéries résistantes. Et celles-ci coûteraient 1,5 milliard d'euros par an à l'Union européenne. Plus les bactéries seront résistantes et plus ce chiffre va augmenter. Nous n'avons à ce jour pas trouvé de solution thérapeutique fiable à ce fléau approchant. Nous n'avons jamais été aussi nombreux sur Terre. La population mondiale a quadruplé au cours du dernier siècle. Aujourd'hui, alors que le modèle démographique mondial se stabilise, la population vieillit. Le nombre de centenaires à travers la planète devrait se multiplier par plus de 50 au cours de notre siècle, passant de 500 000 personnes aujourd'hui à 26 millions en 2100. Il faudra aussi repenser, et c'est là que ça nous concerne, la force de travail et sans doute aussi l'immigration dans les pays développés pour permettre de soutenir la population vieillissante. Voilà quelques éléments qui sont capturés rapidement dans des rapports, dans des articles qui dressent un petit peu le panorama de la situation actuelle. Alors un petit point avant de commencer à interpeller nos deux orateurs, un point très important pour nous. Ici, on est des optimistes. Voilà. Donc, j'avoue que le décor est un petit peu dark. Le thème Apocalypse Now, il est... Voilà. But... et c'est Gilles qui l'a dit dans une conférence récente qu'on a eu la chance de faire ensemble, on n'a plus le temps d'être pessimiste. Donc, s'il y avait une seule règle avec laquelle Albert n'est pas tout à fait d'accord, mais il pourra s'exprimer, parce que c'est un lieu de débat, c'est qu'à un moment donné, se morfondre, c'est bien, agir, c'est mieux. En tout cas, se poser des questions, commencer à essayer de comprendre pour demain être en capacité de prendre ses responsabilités, et ça va être notre premier mot, Gilles. C'est ce en quoi on croit, et c'est la raison de la tenue de cette conférence ce soir. Merci beaucoup, puis merci de m'avoir invité. En fait, avec toi, on se connaît depuis 3 ans, et ça a matché tout de suite. Je suis tombé amoureux tout de suite. Et c'est vrai que ça a amené à des tas de discussions passionnées, passionnantes. Sur un navire de guerre, je n'avais pas imaginé au début, au mois de février cette année, avec des communautés assez variées. Et c'est vrai que mon combat, moi j'étais un petit garçon qui savait à 8 ans qu'il serait chercheur, depuis tout le temps. Les dieux m'avaient donné une mémoire d'enfer, donc ça aide quand même après pour faire des tas de choses. Et je me suis intéressé au vivant. Je suis vraiment quelqu'un qui depuis toujours aime la vie, s'intéresse à la vie. C'est quoi les mécanismes du vivant? Qu'est-ce qui singularise la vie par rapport à ce qui n'est pas vivant? Et c'est vrai que la principale singularité de la Terre, c'est cette vie qu'elle porte. Et on sait que l'océan ancestral a laissé la vie se débrouiller, apparaître il y a un peu moins de 4000 millions d'années. Et c'est quoi la vie? C'est une membrane et une cellule, c'est ça au départ. C'est-à-dire qu'il y a un intérieur, un extérieur, avec des échanges en permanence, dans l'eau de mer ancestrale. Et je dis toujours, vous aurez une tendresse pour la prochaine prise de sang. Pensez à moi quand vous allez lire le document qui correspond à votre prise de sang. Vous allez trouver là-dedans 142 millimoles de sodium. Bon, je ne sais pas ce que c'est que le sodium, mais c'est génial. 105 millimoles de chlorure. Là, ça commence à tilter un peu parce que l'océan, c'est du chlorure de sodium. Qu'est-ce que fait dans un sang humain du chlorure de sodium? Et puis le potassium, c'est mon chouchou, le potassium. L'océan, partout qu'on a, il y a 400 mètres de fond, contient, depuis les origines du système, 11 millimoles de potassium. Pourquoi? Nous, c'est 4-5. À 11, l'humain est dans le coma profond depuis déjà pas mal de temps. Donc vous voyez que ces relations, mon travail de base, c'est d'expliquer à l'humain qu'il est profondément ancré dans cette diversité biologique. Et de croire qu'il y a une nature ici et un humain à côté, c'est la plus terrible erreur qu'on ait faite. Quand je vais en Inde faire des conférences, ça fait 4000 ans qu'ils le savent, ceci. Donc ça veut dire que la composition de l'humain, vous savez qu'un des premiers séismes intellectuels, il y en a eu un récemment avec l'ADN, c'est qu'on a découvert que les atomes qui faisaient un humain, quand tu parlais des bosons, ne sont pas du tout différents des atomes d'un poisson-chat, d'une tomate ou d'un coquelicot, ou d'une bactérie. Donc c'est intéressant ça. On n'est pas fait d'une matière particulière, même par rapport au monde minéral, ce sodium qu'on trouve dans le sang humain, dans le cerveau, il vient effectivement du sel minéral qui se trouvait effectivement dans l'écorce terrestre à l'origine. Donc tout est absolument lié. Il y avait de la nature avant la vie. Une pépite d'or ou un cristal de quartz était là avant. Il y avait du vent, il y avait des falaises, il y avait des séismes, il y avait du volcanisme. C'est aussi la nature. Mais la biodiversité commence le jour de cette première cellule qui apparaît dans cet océan ancestral et qui a dû se débrouiller avec les conditions physiques et chimiques de ce système. Et puis elle va se développer, elle va se diviser. Au départ, c'est ultra simple, il n'y a pas de sexe.
Le sexe, vous savez, c'est absolument génial, le sexe. Hein. C'est quand même compliqué, hein, quand on voit comment ça se passe. Il va apparaître chez des bactéries, il y a à peu près 1 milliard d'années, avec ce qu'on appelle le transfert latéral de gènes, où là, une bactérie, il n'y a pas de filles et de garçons chez les bactéries. Il y a une rouge, une bleue, et puis hop, on se file un petit peu d'ADN qui passe de l'une à l'autre. Mais c'est une machine incroyablement puissante à créer de la diversité. Parce qu'au départ, les clones, vous êtes la copie de la maman, si on peut appeler maman la cellule ancestrale. Hein. Donc on a fait des filles, de filles, de filles, si on peut parler comme ça, avec plein de guillemets autour, mais copie de la maman. Et souvent on me dit, mais finalement, à quoi sert le sexe mâle? C'est une bonne question, il ne sert à rien. Et la meilleure réponse qu'on ait trouvée en évolution, c'est que le sexe mâle a été inventé pour nous débarrasser de nos parasites. Parce qu'au départ, quand vous avez un parasite qui a tourné les défenses immunitaires de la cellule en question, on ne peut plus s'en débarrasser, puisqu'on correspond à un génome qui est multiplié à l'infini, sans nouvelles variétés, sauf des accidents. Quand on fait du sexe, c'est génial, parce que vous allez mêler deux génomes, vous avez des frères et des sœurs qui ne sont pas du tout vous-même, en fait, ils sont extrêmement différents. Hein. Et c'est là que ce système-là a commencé à créer la diversité dans l'océan ancestral. On est entre 3,45 à peu près et 2,1 milliards d'années, jusqu'à 1. Et puis après, tout va repartir, et puis la vie sortira un jour de l'océan. Donc, nous sommes profondément ancrés dans ce système vivant, qui vient d'un système minéral antérieur. Alors, le premier animal séquencé, c'est la drosophile, c'est la mouche. Il y avait des bactéries avant, hein. Mais le premier animal séquencé, c'est la drosophile. La petite mouche à 4 chromosomes, là, si aimée de beaucoup de gens. Et puis, elle est géniale. Elle est géniale, la drosophile. Avec 4 chromosomes, elle fait des machins incroyables. On la séquence, à une époque où c'était compliqué, 12 000 gènes. Bon. Et quand on séquence l'humain, en plus on se plante au tout début, on dit 30 000 gènes. On a revu ça, maintenant on est à peu près au double de la drosophile, 22 000, 24 000. Et c'est là que, mais vous êtes cinglés, vous avez vu qui je suis, moi, je suis un humain. Je n'ai que 2 fois plus de gènes que la drosophile, oui, c'est comme ça. Et ça a choqué profondément les gens. Parce qu'ils se sont dit, mais je ne suis pas si différent. Alors je prends la partie codante de l'ADN, on a 2 tiers avec une mouche, 98% avec un chimpanzé, 1 tiers avec le plancton. Et pour vous achever, on a 60% d'ADN commun avec une banane. Donc quand vous allez manger une banane la prochaine fois, vous allez vous dire finalement, je suis son frère ou sa sœur. Et ça, il faut l'admettre. Et je vais continuer en vous disant que aujourd'hui, dans un corps humain, il y a largement autant de cellules non humaines que de cellules humaines. Et il y a des très beaux travaux qui sont en ce moment en biologie moléculaire fondamentale qui nous montrent qu'on a un dialogue moléculaire en permanence entre ces cellules non humaines, ces cellules humaines. Et j'en arrive à la responsabilité, c'est qu'on est en train de massacrer cela. Sans vergogne, sans s'en préoccuper. D'abord parce qu'on ne sait pas, maintenant on sait quand même beaucoup de choses, et on continue de la même façon aujourd'hui. C'est cette responsabilité que je questionne aujourd'hui. Pourquoi, effectivement, on n'est pas en train de tenir compte de tout ceci? Et je finis souvent par une image, alors je n'ai pas d'image ce soir, mais je pourrais la montrer une autre fois, votre lit ce matin. Qu'est-ce qui est plus intime que votre lit ce matin? Et mon truc, ça marche, que vous dormiez tout seul ou à 2, ça marche. Hein. Vous avez chaque matin entre 1 et 2 millions d'acariens par lit humain, parce que vous avez dormi. On ne va pas dormir ce soir. Alors en plus, quand on regarde effectivement bien à la binoculaire, c'est plein d'épines et de poils et tout. Sous nos critères, c'est moche comme tout, mais en fait c'est génial, en fait, ces trucs-là. Et quand je m'attaque aux transhumanistes qui me disent, mais vous savez, mon cher collègue, que vous avez des trous de nez et les oreilles remplis de bactéries et d'acariens. Il me dit, de toute façon, vous n'êtes qu'un chaman vitaliste et passéiste. Ça me plaît assez, finalement, avec le fameux Alexandre. Donc je termine là-dessus, et j'avais un jour une amie qui a un bébé aussi, elle me dit, mais moi j'ai une petite fille, mais c'est pas comme ça dans son lit. Je dis, vous savez ce que vous faites, c'est très simple. Quand vous avez un beau soleil le matin, vous ouvrez les draps, vous prenez votre bébé, vous le cajolez, et vous laissez le soleil frapper les draps pendant un certain temps. Sinon, vous prenez le bébé, vous le dorlotez, vous le shootez, vous l'embrassez, vous le remettez bien à 37 degrés dans le lit humide, et vous doublez la population d'acariens pour le lendemain. Voilà, c'est ça cette relation au vivant. Vous avez plus de relations intimes avec vos acariens qu'à votre copine ou votre copain, finalement. Hein. Donc la responsabilité, et c'est ça que je questionne aujourd'hui, en responsabilité, on n'a aucune conscience de tout cela. Et on est en train de détruire tout cela. Et pourquoi je parle de la responsabilité là-dedans, c'est que dès le moment où on va admettre ensemble tous que nous, we are nature, on est ce système, ce tissu vivant biologique de la planète, construit sur une chimie antérieure minérale, bien sûr. Hein. Si on a des os, on tient debout grâce à nos os. Or, il y a une délicieuse chimie entre la chimie minérale et de la chimie organique. Une coquille d'œuf de poule, c'est magique. Un squelette de corail. Mais tout ça, on l'a oublié. Et du coup, en négligeant cela, parce que si on admet qu'on fait partie du système, chaque fois que vous agressez le système, vous vous auto-agressez.
Et c'est là justement que j'ai besoin de gens comme Albert pour dire que c'est pas possible, parce qu'on le clame, ça fait 20 ans que je brame ces histoires-là un petit peu partout, hein, en 3 langues, dans une vingtaine de pays par an. Quelle réaction, quelle réactivité j'ai? Donc la responsabilité pour moi, c'est aujourd'hui de ne pas prendre compte de ces questions-là et d'admettre que nous faisons partie du système, ce qui va changer notre attitude. Le crois-je, hein. Après, moi je suis un gros naïf, hein. Depuis tout petit je suis un gros naïf, mais je suis un scientifique, donc je ne peux pas aller beaucoup plus loin que ça. Admettons-le. Et là, ça va être intéressant parce que ça va nous faire modifier nos comportements. Et c'est là que, comment aujourd'hui prend-on ceci en considération? Comment continuons-nous sans vergogne, sans aucun respect? Comment réharmonise-t-on les relations entre l'humain et le non-humain? Je me suis beaucoup battu dans les mouvements, en fait, animaux. Moi, je voulais me battre pour qu'on accepte une dignité aux animaux. Alors, je ne vous raconte pas le débat, hein, ça fait... Mais jusqu'à 35 ans, je me suis battu contre des moulins à vent. À 35 ans, je me suis dit, bah, arrête mec, ça ne sert à rien, fais autre chose de plus utile, de plus efficace. Donc j'arrête de me battre contre les moulins à vent. Donc j'ai pas réussi à faire gagner le fait que l'animal puisse être digne. Mais dans ce cas-là, ce que je dis en corollaire, c'est que l'animal n'étant pas digne, notre dignité à nous oblige à les respecter, bien sûr. Et quand Edgar Morin disait récemment, chaque fois que l'humanité est revenue à la barbarie, c'est ce qui nous guette si on ne fait rien, hein. On n'est pas là pour vous ficher la trouille, hein, avec Albert, ni vous désespérer. Si, on est là pour amener les gens à réagir. Tout à l'heure, on parle de la collapsologie, justement, c'est un aspect extrêmement intéressant. We have to change. Ça veut dire que si on ne change pas, je suis d'accord avec eux, on va aller vers quelque chose qui sera absolument ingérable. C'est même pas pour moi une catastrophe, hein. J'irai jusqu'à l'apocalypse. Parce qu'on est parti pour 2 semaines de température au-delà de 50 degrés à Paris en 2050. La Seine, non pas, comme on l'a dit, avec des crues du siècle, mais en étiage. Imaginez une Seine qui fasse 50 degrés en température de la flotte avec que des rats et des moustiques tigres qui seront remontés du Tchad ou à Paris, et 55 degrés, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut expliquer aux gens. Encore une fois, il y a un dernier aspect qu'on a beaucoup évoqué ce matin, j'étais avec la ministre Emmanuelle Vargon. Elle me parlait du local et du global. Mais je dis, vous savez, elle me parlait du très local qui intéresse les gens. Aujourd'hui, dans la région dans laquelle j'habite, le Bordelais, le plus gros problème environnemental, c'est la montée du niveau de la mer. C'est l'histoire d'une génération. Au Cap-Ferret, avant, je pensais qu'on aurait 2 générations d'écart, non. À une génération, tout sera sous l'eau. Parce qu'on parlait de 80 cm, 1 mètre, des papiers récents sortis dans Nature il y a quelques semaines, là. Oh, ils exagèrent dans l'autre sens, mais là, on parle de 15 ou 25 mètres. Bordeaux n'existe plus et Nantes n'existe plus. Alors, ça ne va pas se faire en 2030, hein. Mais en 2100 ou 2300, je me pose vraiment la question. Bon, est-ce qu'il y aura encore des sapiens sur la Terre? C'est la vraie question aussi. Donc tout est là, en fait. Ces questions-là sont préoccupantes. Il faut qu'on les anticipe avec du courage, de la volonté. Et c'est autant le rôle de chaque personne individuellement que le rôle de l'entreprise. Et là, je vais rejoindre Emmanuel, parce qu'on s'est croisés comme ça, dans le monde de l'entreprise. Alors, je ne suis pas entièrement d'accord avec elle, parce qu'ils ne sont pas tous vertueux. Hein, j'en ai quand même croisé pas mal. Toi, tu gardes que les vertueux, tu as bien raison. Moi, je n'ai pas fait de tri, donc j'ai du tout venant. L'an dernier, quand j'ai écouté BASF et puis Bayer, bon, je me suis dit finalement, heureusement que je ne suis pas leur copain. Hein. Et il y avait Nicolino qui arrivait, nous voulons des coquelicots. Très chouette. Et la FNSEA ce matin encore, on avait mis sur le... Il se déroule demain le festival de la photo animalière le plus beau du monde, à Montier-en-Der, un petit village de la Marne, où vous avez les plus belles photos d'animaux faites au monde. Les plus grands photographes sont là. Et j'ai présidé le jury l'an dernier. Nicolino passe et me dit, Gilles, est-ce que je peux mettre ma pancarte? Nous voulons des coquelicots. Je suis amoureux des coquelicots. On met une énorme pancarte sur l'église de Montier-en-Der, nous voulons des coquelicots. Le lendemain débarque la FNSEA. Ce qui m'a fait très mal, c'était des jeunes, ils avaient 30 ans, hein. C'était pas des vieux. Ils me disent, oui, c'est pas possible, vous agressez la FNSEA. Je dis, quoi? Parce que j'ai mis cette pancarte, je vous agresse. Alors, tu vois, là, je vais expliquer au niveau des neurones comment ça se passe, là, hein, et des récepteurs de dopaminergiques, là. Je vous ai agressé. Ils me disent, oui, oui, puis vous comprenez, si vous l'enlevez pas, je ne vais pas l'enlever, hein. On va se casser la gueule, j'espère que je vais gagner, mais je ne vais pas enlever mon affiche. Donc, grosse discussion, et ils amènent, amenez votre affiche. Donc on a laissé l'affiche, et à côté il y avait une grande affiche, aussi grande en centimètres près, ils avaient fait une grosse affiche, la FNSEA, meilleur défenseur de la biodiversité en France. Alors qu'ils nous ont tués en 15 ans, 30% des oiseaux communs, et que dans les travaux allemands récents, mais en France aussi, on a perdu les 3/4 des insectes qui y volaient sur 27 ans. Il y a un papier sorti la semaine dernière, avant-hier dans Nature, ils nous disent 80% des arthropodes. Les arthropodes, c'est tout ce qui est terrestre. C'est tous les insectes, les crustacés, les mille-pattes, les araignées. 80%, les sols sont morts. On ne nourrira pas demain 8 milliards d'humains avec des sols qui sont tués. Donc comment on fait? Comment on réharmonise cela? Et là, on a une énorme responsabilité, bien évidemment.
Alors le but, c'est pas de culpabiliser le paysan qui est dans un système terrible depuis les années 50, on lui a dit productivisme, parce que j'en ai marre qu'on me parle de tradition, moi. Hein. C'est pas la tradition du tout, on faisait pas ça au Moyen-Âge, hein. C'est du productivisme agricole pour enrichir quelques très gros producteurs qui bossent 3 mois par an, parce que le blé, il n'y a pas grand-chose à faire sur un champ de blé. Hein. Vous le semez, vous mettez vos pesticides, vos engrais, et puis vous attendez que ça pousse, hein, par rapport à tout le reste, en fait. Et c'est là que cette harmonie-là, on l'a perdue. Et que si le monde agricole ne reconnaît pas, effectivement, que c'est le plus gros problème qu'on a en France, hein, au niveau environnement, c'est effectivement cette agriculture là, super intensive, productiviste. Comment aujourd'hui on fait? Une maman enceinte ne doit pas manger de produits qui soient effectivement pesticidés, idem, une maman qui allaite son bébé non plus. Les plus graves désordres ne sont pas tellement sur l'adulte, hein, c'est sur le bébé, son cerveau en cours de développement. Je termine en disant une chose au niveau de la responsabilité, on s'abîme soi-même. J'ai beaucoup d'amis en ce moment, c'est des femmes, qui ont leur maman qui arrive à 100 ans. Ça ne m'était jamais arrivé de ma vie, hein, c'est la première fois. Ma maman a 99, elle a 101, elle a 102. Donc 1920, à cette époque, ces femmes, leur maman enceinte n'a jamais mangé de pesticides et les bébés non plus. J'attends de voir combien de temps vont vivre les filles nées après 1950. Donc vous voyez qu'on est sur des choses aujourd'hui, on ne tient pas compte de ça parce que ce n'est pas immédiatement important ni impactant. Donc voilà, la responsabilité pour moi, ça a été cet aspect de prendre l'humain comme dominateur de la nature, hein, ne pas tenir compte de ces questions-là, et que si le vivant non humain s'en va en partir avec, et ça, aujourd'hui, que fait-on pour s'en sortir? On verra les mots suivants. Merci Gilles pour ce brillant exposé qui pose des petits cailloux sur tous les sujets qu'on avait à cœur d'évoquer ce soir. Albert, qu'est-ce que ça t'évoque de manière générale et sur les mécanismes cognitifs qui font qu'à un moment donné, on s'engage ou pas, on prend ses responsabilités ou pas, on a envie de comprendre ou pas? Est-ce que tu peux nous éclairer en fait sur ce qui se passe aujourd'hui? Je pense qu'il y a plusieurs choses, donc merci de m'accueillir. Je m'appelle Albert. Et donc moi je travaille sur comment est-ce qu'on forme des opinions et pourquoi on ne change pas d'avis. Et ça s'appelle la flexibilité mentale. Et qu'est-ce qui peut nous pousser à agir ou pas dans une situation. En gros, le mot technique, c'est quelque chose qui s'appelle la intention-action gap, le trou entre l'intention et l'action. On peut avoir une intention, par exemple, je me dis, je vais aller à la salle de sport, et j'y vais jamais. C'est un trou intention-action très très grand. Ou je peux me dire, je vais parler maintenant et je parle, et là c'est un très court. Et le problème avec le climat, c'est qu'on a un trou intention-action très grand. C'est-à-dire en France surtout, on n'a pas vraiment les problèmes qu'ils ont aux États-Unis, par exemple, de se dire, on nie le réchauffement climatique. Donc tout le monde se dit que c'est un problème, c'est une des préoccupations principales des Français, mais on ne fait pas grand-chose. Et la responsabilité, c'est quelque chose qui est très spécial pour notre cerveau. C'est que selon où est-ce qu'on attribue la responsabilité, ça peut agrandir ou rapetir notre intention-action gap. En gros, par exemple, je peux parler d'autre chose que l'écologie pour illustrer c'est quoi ce concept. Ce concept s'appelle la diffusion de la responsabilité. Par exemple, des fois vous entendez dans les journaux qu'il y a eu une agression dans le RER et personne n'a rien fait. Est-ce qu'ils n'ont jamais eu l'intention de faire quelque chose? Est-ce qu'ils avaient l'intention, ils ont eu peur? Des chercheurs ont voulu s'intéresser à cette question de pourquoi est-ce qu'on entend des gens dans le RER se faire agresser et personne ne fait rien. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est quelque chose de très paradoxal. C'est qu'ils ont découvert que il y a deux personnes dans le métro et moi seul, une personne agresse une victime et je suis seul, j'ai à peu près 80% de chances d'agir. S'il y a deux personnes, donc une personne qui agresse une victime, il y a moi et quelqu'un d'autre, ça descend à 60%. Si on est 3, ça descend à 40. Si on est 4, ça descend à 20. Plus il y a de gens dans la rame, et moins on a de chances d'agir, parce que ça s'appelle la diffusion de la responsabilité. Que si je suis seul, je me dis si j'agis pas, je suis un salaud. Mais s'il y a quelqu'un d'autre, je me dis c'est lui le salaud. Pourquoi est-ce qu'il n'agit pas? Et s'il y a plus il y a de gens, et plus on peut diffuser notre responsabilité sur les autres. Et du coup, pour le climat, on est à combien là? De milliards. 7,8. On est à 7,8 milliards. Donc c'est très facile de diffuser notre responsabilité. On peut chacun dire pourquoi pas les autres. Et c'est pas seulement ça. Donc ça c'est un premier bloc qui agit sur pourquoi notre intention action gap est très grande. Désolé, je l'utilise en anglais, mais je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Le trou de l'intention action. Je vais continuer à dire intention action gap, je suis désolé. Et du coup, pour le climat, il y a deux choses. Il y a au début la diffusion de la responsabilité. Par exemple, on dit « prenez-moi l'avion », mais on voit des gens prendre l'avion. Donc on se dit « pourquoi moi je ne vais pas prendre l'avion alors que d'autres prennent l'avion ?» Par exemple, souvent des gens disent « mais l'avion va voler, que je sois dedans ou pas ». Et en fait, non, c'est pas comme ça que ça marche.
Parce que si on est beaucoup à ne pas prendre l'avion, ils éliminent l'avion, parce qu'ils veulent faire des sous. Donc il y a le début de la diffusion de la responsabilité, mais ça c'est à l'échelle individuelle. Mais après, il y a aussi des diffusions de responsabilité entre les systèmes. Et ça, c'est un truc plus grave. C'est que souvent, quand on parle de climat, on parle de la responsabilité des citoyens. Donc, utilisez moins de plastique, éteignez les lampes chez vous, machin, machin. Et ça a pour rôle quelque chose de très, très pervers. C'est que ça invisibilise la responsabilité du système. Parce que les systèmes aussi peuvent avoir une responsabilité. La responsabilité des entreprises, la responsabilité du politique, la responsabilité de la communauté internationale. Et on se retrouve dans des diffusions de responsabilités entre pays. Donc, par exemple, la France va se dire, pourquoi est-ce que nous, on va faire quelque chose et on risque de perdre notre compétitivité avec la Belgique, qui commencent eux, et puis nous on suit. Et on se retrouve dans ce mécanisme pervers de diffusion de la responsabilité entre des entités qui, en attendant, la différence entre la métaphore que j'ai donnée dans le RER et la diffusion de la responsabilité face au climat, c'est que c'est comme si je suis dans le RER, pas seulement je me dis, moi je ne vais pas aider la victime, que quelqu'un d'autre l'aide, mais en plus, je vais vers la victime et lui donne 2 coups en plus. Donc je passe et je participe activement à l'agression, en disant, quand l'autre arrête de tabasser la victime, moi j'arrêterai aussi. Donc c'est une sorte de double perversité, de diffusion de la responsabilité individuelle et d'invisibilisation de la responsabilité du système. Parce que quelque part, c'est un faux débat de mettre la responsabilité sur les individus, parce que qu'on le veuille ou pas, notre action individuelle d'agir directement sur le climat est assez réduite. On peut faire des choses et on doit les faire, mais au final, on a besoin de responsabilités transitives, c'est-à-dire j'ai besoin d'agir pas seulement sur le climat, mais j'ai besoin d'agir sur le système qui, lui, a besoin d'agir sur le climat. Et donc c'est très important de ne pas invisibiliser la responsabilité de la surconsommation, la responsabilité de la surproduction, la responsabilité de la délocalisation et donc de transporter les marchandises très très loin, de ramener, je descends au Franprix, je vois des kakis qui viennent du Pérou et ils le mettent avec toute la fierté du monde, genre. Je sais pas, on mange pas de kaki et puis c'est pas très très... Kiwi de Nouvelle-Zélande. Kiwi, je sais pas, les kiwis de Nouvelle-Zélande. Et on a besoin de prendre notre responsabilité, pas seulement dans notre comportement, c'est injuste de mettre juste la responsabilité sur l'individu, et on a besoin de s'assurer que les gens qui sont au niveau systémique sentent la grogne, parce que je suis peut-être pas optimiste, mais je suis contre se morfondre, ça c'est sûr. Et je trouve qu'on agit mieux quand on est en colère que quand on est content. C'est pour ça la notion d'optimisme. Sur cette notion de responsabilité, peut-être un éclairage pour notamment les chefs d'entreprise, parce que c'est une question qu'on se pose beaucoup chez les bosons, c'est finalement qui va faire effet de levier sur le système que représente l'entreprise. Est-ce que ce sont les talents ou est-ce que ce sont les clients ? Et nous, ce qu'on observe de plus en plus, c'est que en fait, ce sont les mêmes personnes, les talents et les clients, et qu'à un moment donné, on doit réduire la schizophrénie. Et on ne peut pas se dire je vais militer pour le climat, place du Châtelet, et en même temps bosser dans une boîte dont je sais, parce qu'on est quand même face à une transparence de l'information qui aide à minima la prise de conscience sur ces sujets, donc je sais qu'elle n'est pas vertueuse sur un certain nombre de thématiques. Et un élément complémentaire qui vient montrer à quel point c'est potentiellement une force de frappe si à un moment donné on réduit ce gap, qui est une autre forme de gap, mais aussi un risque très important dans l'entreprise. Je ne sais pas si vous savez, mais la France est le 2e pays en termes de burn-out au niveau mondial, après le Japon. Et nous qui travaillons au chevet des organisations et au plus près des collaborateurs, on voit bien à quel point ça devient immensément difficile aujourd'hui pour des salariés qui savent, qui s'intéressent, qui sont préoccupés, de faire comme si de rien n'était, d'arriver au pied de leur tour de la Défense ou de leur magasin et de fermer leurs yeux et leurs oreilles le temps d'eux. Parce qu'ils sont pris dans des injonctions contradictoires, l'enjeu de pouvoir manger à la fin du mois et de faire manger sa famille, des problématiques qui sont bassement matérielles mais qui sont vitales. Et puis cette compréhension globale et en même temps du faible impact de leur choix. Si on se dit, comme je m'engage, je vote, donc je ne travaille plus dans cette entreprise, est-ce que, à l'échelle de quelques personnes, ça va changer la face du monde ? La réponse est non. Et donc vous avez ces 3 facteurs comme ça qui, aujourd'hui, et nous on le ressent très fortement, commencent à peser considérablement sur les épaules de collaborateurs qui sont aussi des consommateurs. Je me suis rappelé quelque chose pendant que tu parlais, pour être plus optimiste. C'est que sur la diffusion de la responsabilité, ce qu'on a aussi découvert, c'est que quand une personne se désolidarise, donc si on est dans le RER, il y a 7 personnes et donc ils ont 11% de chances d'agir,
et qu'une de ces personnes se dit non, ça va être moi, c'est la personne qui agit, les autres suivent instantanément quasiment. Donc, il suffit qu'une personne casse le truc. Et donc moi j'ai créé un labo avec des collègues où on étudie les freins comportementaux face à l'urgence climatique. Et souvent on nous appelle pour des entreprises pour intervenir. Et souvent, c'est genre la dernière fois, on est allé dans une boîte nous a contacté, c'est une boîte qui fabrique des bouteilles en plastique. Pour nous expliquer qu'en fait, ils voudraient bien qu'on fasse de la sensibilisation, que le plastique, c'est pas si mauvais. C'était assez drôle. Mais la différence, et là où je te rejoins, c'est qu'on y va. On va partout parce que moi, je crois qu'il ne faut pas séparer l'employé du citoyen. C'est pas comme si on est deux personnes quand on traverse le pas de la porte. Et du coup, moi, j'ai besoin d'aller dans les endroits qui sont en train de responsabiliser l'individu pour se déresponsabiliser eux-mêmes. Donc c'est une entreprise qui va dire « faites ça chez vous, mais nous on va continuer à vendre nos bouteilles en plastique » pour créer une dynamique interne où des gens disent, pas une personne, et pas qu'elle quitte, moi je veux que personne ne démissionne. Je veux qu'il y ait comme des sortes de mini révoltes intérieures où les gens disent « non, on ne peut pas continuer comme ça. Et si on va perdre un peu de sous, si on va machin, c'est mieux que de tout perdre. » Donc quelque part, c'est très important d'aller sur ces terrains et de casser cette dissonance cognitive, c'est un autre concept, on ne va pas l'expliquer, où la personne peut rationaliser en se disant bah, « ça c'est mon boulot et ça c'est ma vie ». Je ne sais pas si vous savez, mais les personnes les plus éco-responsables sont souvent celles qui polluent le plus. Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils se déresponsabilisent en disant « j'ai pas pris un sac en plastique, j'ai pris un sac en papier, je mange bio, je mange local, et après j'emmène toute ma famille en vacances en Australie ». Et ce vol d'avion avec toute la famille pollue beaucoup plus parce qu'ils sont souvent des personnes qui ont les moyens financiers de payer ce genre de choses. Moi, je suis d'origine libanaise. Au Liban, les gens ne sont absolument pas sensibilisés à l'écologie, mais un citoyen lambda libanais, il pollue infiniment moins qu'une personne hyper éco-responsable en Europe parce qu'elle peut se payer beaucoup plus de choses et leur bilan carbone inutile, leur bilan carbone est infiniment plus grand. Donc je te rejoins complètement sur cette notion de fusionner le citoyen, le salarié, le machin, le manager, on ne peut plus continuer avec cette sorte de... En tout cas, voilà, le côté boson, c'est une tendance qu'on observe et qui devient très très forte. Il y a un deuxième couple de concepts sur lesquels vous souhaitiez tous les deux réagir, qui est le tandem crise, mot que vous avez choisi, et transformation. Gilles, pourquoi ces choix ? Alors, d'abord, quand j'écoute les philosophes ou les économistes s'intéressent à ces questions-là, et quand ils parlent de profonde transformation, pour un biologiste, ça s'appelle métamorphose. Hein. Ça va vraiment jusque-là. C'est aussi puissant que cela. Donc vous vous rappelez comment un tétard devient une grenouille, ou comment une chenille du papillon devient une chrysalide puis un papillon. Donc c'est extrêmement fort. Ça change absolument tout. Tout est contrôlé. Ça se passe comme ça. Donc cette métamorphose... Alors la crise, bon, c'est un terme qui me gêne un petit peu quand même, parce qu'une crise, elle est forcément pour moi fugace. Or là, on n'est pas en crise aujourd'hui, on est vraiment dans un système de stabilité, de désordre, en fait, depuis un certain temps. Hein. On a vécu des crises, la crise de 29, elle a duré 2 ans. Là, on est sur des choses qui durent depuis les années 70. Hein. Premier choc pétrolier, le second, comment on a réagi. On avait une discussion justement ce matin avec la ministre sur les fameuses 30 glorieuses. Pour nous, écologues, aujourd'hui, c'est pas du tout des glorieuses. Hein. On a multiplié la population humaine, on est 7-8, on est 2,1 en 1945. 2,1. En 70 ans, c'est multiplié pratiquement par 4. 45, c'était une grande date pour revenir à cette... Pour moi, la première crise, elle est là, parce que c'est la première fois que l'humain, par sa technicité, son inventivité, sa technique, et que sa science, est capable de créer un événement qui ressemble à une grande catastrophe environnementale. J'ai écrit un petit papier il y a une vingtaine d'années, là, où je comparais Hiroshima au Vésuve à Pompéi. 60 000 morts en 10 minutes. Intéressant, hein? Donc, l'humain... I am not God, I don't play to God, I am God. Hein, c'était ça à l'époque. On était capable là, et puis on rebelote sur Nagasaki, on n'avait pas besoin du tout. Hein. Et donc effectivement, on a les capacités techniques de mimer un événement aussi considérable que cela. Et ça, je suppose qu'au niveau-là, ça a dû changer beaucoup de choses. Et puis c'est aussi le moment de l'explosion démographique que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est là qu'on va revenir au terme, tout à l'heure tu parlais de l'Holocène, où un prix Nobel de chimie qui s'appelle Paul Crutzen, un Hollandais, c'est l'homme qui a trouvé le trou dans la couche d'ozone, propose en 2001 ce terme de anthropocène, hein, la fraction de l'époque de la Terre durant laquelle le plus puissant moteur du changement, c'est justement la présence de l'humain. Donc la crise,
Le terme n'est pas tellement adéquat pour moi parce qu'en fait on n'en sort pas, ou alors on est dans des crises successives avec des soubresauts, c'est comme les répliques de, si tu veux, de tremblement de terre, mais il faut l'imaginer en permanence, on a déclenché quelque chose et ça continue. Bon alors après la transformation, oui, elle est absolument essentielle pour des raisons très simples, c'est qu'on sait très bien que tout à l'heure tu as parlé, si on travaille de façon classique, il n'y a aucune raison que ça change, hein. Ça veut dire que si on ne change pas, on va continuer à avoir les mêmes conséquences, mais qui se cumulent, hein. À la fois l'accélération du changement climatique et l'effondrement du vivant sont des faits cumulés. Et chaque jour qui passe, ça nous rapproche de termes qui peuvent être extrêmement importants en termes de souffrance pour l'humanité. Puis qu'on arrête de dire aussi on veut sauver la planète. Elle s'en fout complètement la planète. Hein. Rien à cirer que les humains soient dessus. Ce qui est important, c'est le bien-être de l'humain dessus. Et tout ça, mis bout à bout, ça fait beaucoup de choses, effectivement. Hein. Dans l'Anthropocène, on peut le faire démarrer quand on parle justement de transformation. Et l'humain a profondément transformé cette nature qui l'entoure. Ça a commencé avec les territoires agricoles. Souvent, je prends la métaphore du biface. Un morceau de caillou taillé. Donc ça commence vers les premiers taillés, c'est 3,5 millions d'années. Hein, c'est les Homo habilis, on revenait à Lucie, qui utilisent des outils. C'est quoi? C'est une arme ou c'est un outil? C'est un caillou. D'ailleurs, on parlait de galets aménagés au début, c'est un joli terme. Hein. Boucher de Perse, c'était les galets aménagés, et puis des cailloux. Et ça, c'est pendant 3 millions d'années, c'est le seul outil ou la seule arme de l'humain. Et aujourd'hui, vous avez des gamins qui sont armés de Kalachnikov, aujourd'hui, à la frontière du Soudan et du Congo, et qui, avec ça, tuent tous les éléphants, toutes les girafes, tous les hippopotames, à part avoir violé toutes les filles du village d'à côté. C'est ça, et je dis souvent aux chasseurs qui m'énervent un petit peu, ça m'arrive des fois quand même, hein. Je vous file un biface, allez me tuer un sanglier avec. Croyez-moi, le sanglier, il a ses chances. Hein. Alors le mec, il ne va pas s'y risquer, tu vois. On va revenir à l'histoire de métro tout à l'heure, je ne m'y risque pas parce que il est plus fort que moi, le sanglier. Mais avec une arme automatique à distance, c'est tellement facile de tuer à distance. Et ça a profondément aussi changé les choses. Donc quand on revient justement au changement, à la transformation, on a commencé par tout transformer. Une plaie pour l'humanité, alors quand je dis ça maintenant, bien sûr, je me fais sauter dessus, l'invention de la machine à vapeur. Parce que dans la prévoyance complète, qui est-ce qui s'est dit 1784, James Watt invente la première locomotive, il me faut du charbon et du pétrole. Génial, je lance comme ça toutes les technologies récentes, mais qui s'est dit, mais est-ce que c'est bien? Alors que le système Terre, alors je ne dis pas intelligemment, mais il marche comme ça le système Terre, il avait stocké ce pétrole sous forme de gisement. Le pétrole, c'est du plancton marin entre 250 et 25 millions d'années, mort au fond de l'océan, dans des couches et des nappes, où il allait emmerder personne pendant des milliards d'années, hein, tant qu'on n'allait pas le chercher. Charbon, ce sont les grandes forêts du Carbonifère, il y a 345 millions d'années, accumulées. L'humain va rechercher cela pour son énergie et développe tout un système industriel là-dessus. Qui s'est dit à l'époque, mais est-ce que c'est bien de remettre ça dans le système? Et le premier qui en parlera, c'est Arrhenius, plus de 100 ans après, qui dira « Je ne sais pas si c'est si bien ce qu'on fait ». Première imprévoyance, elle est là en fait. Et qu'est-ce qu'on paye aujourd'hui? Parce que le CO2 dont on parle depuis tout à l'heure, là il y en a dans la pièce du CO2. La moitié de ce CO2 qu'on respire a été émis il y a plus de 100 ans. Voilà pourquoi le changement climatique ne va pas s'arrêter du jour au lendemain en fait. Qu'est-ce qu'on paye aujourd'hui? Alors qu'est-ce qu'ont fait nos anciens? C'est des salopards. Hein, ils nous ont empoisonnés avec leur CO2. On en met encore infiniment plus, bien sûr, aujourd'hui. Et ça se cumule en permanence. Le climat, il va évoluer pendant encore 2 ou 3 siècles. Qu'est-ce qu'on prépare comme monde futur? Parce que tout à l'heure, on l'a dit très clairement, il faut le dire aujourd'hui, dans les rapports du GIEC, 1,5 degré ou 2 degrés, c'est déjà largement dépassé. Le 1,5 degré, on y est quasiment aujourd'hui. Donc 3, 4, 5... C'est rien du tout. Le cynisme s'exprime dans les gens qui ont ces cerveaux-là. Achetez votre terrain à Stockholm, vous aurez le climat de Malaga demain. Ils ne vous racontent pas la tranche du climat à Stockholm si le Gulf Stream s'arrête. Hein. Dans un système aujourd'hui du climat qui est en train de se chauffer, si le courant s'arrête, on va vers un froid intense. Donc on ne peut pas jouer avec des choses comme ça, c'est tellement, tellement important. Et c'est là que la transformation, elle est absolument nécessaire. Donc on a transformé par imprévoyance, je l'évoquais, par arrogance, puisqu'on est tellement meilleur que les autres. Avec mes copains médecins qui ont horreur de ça, d'ailleurs, je compare souvent l'humain à d'autres espèces animales, ce qui est un peu d'ailleurs pas très juste, parce qu'eux ont été sélectionnés pour faire des apnées chez le cachalot, génial, pour courir beaucoup plus vite chez un guépard, nager beaucoup plus vite chez un thon, ou alors voler pour certains animaux. Ça fait rien, je les embête en disant ça, mais regardez, l'humain, il est capable de courir, de sauter. Je dis, oui, ben, mes animaux, moi, ils courent, ils sautent et ils volent quelquefois en plus. Ça les met dans une ire pas possible. Hein. Bolt,
Aucun humain n'a couru, je pense pas. Même si on bat le record du monde, ça va être d'un dixième de poil de seconde, on ne courra jamais le 100 mètres en 5 secondes. 9,58, c'est même pas 40 km/h, c'est un chat, voilà, c'est un chat. Un lapin, il court à 48 km/h. Alors, le mec, ça commence à l'énerver déjà. Et c'est Bolt, hein. Bolt, c'est un mec sur 7 milliards, sur presque 8 demain, et tous les milliards passés, il ne courait pas aussi vite que ça. Je prends Phelps, 8 médailles d'or, il nage à 17 km/h. C'est un poisson hyper lent, une carpe lente. Hein, vous avez des thons qui nagent à 140. On dit, oui, mais tu comprends, arrête de nous énerver avec tes trucs, là. Nous, on sait courir et nager. Je dis, oui, mais en plus, mes bestioles, elles volent en plus. Alors là, ça achève le débat. Je vous dis encore une fois, je sais sur quoi je joue, parce qu'en fait, ils ont été sélectionnés pour ça, ces bestioles. Le cachalot, il tient 1h40 en apnée, il descend à 3 km de profondeur, il remonte une inspiration, il redescend pour 40 minutes. C'est magique. Les tardigrades, c'est absolument prodigieux, parce qu'ils ont une capacité de résistance inouïe, je pèse mes mots, hein, mais c'est tout petit. Donc on avait dit, séquençons un tardigrade pour voir quel est le support ADN, des capacités incroyables. Ils montent à 140 degrés en température supérieure. On les met dans de l'hélium liquide, 7 degrés Kelvin. Ah, ils n'aiment pas ça. Hein. Ils perdent leur tête, ils perdent leurs pattes. Mais quand je les remets à température classique avec de l'eau, ils me refont une tête et des pattes. Et s'ils sont une copine tardigrade, ils me font des bébés tardigrades. Hein. Ils ont résisté à des traitements aussi incroyables que ça. Donc du coup, le lendemain, il y avait un grand article. Étudions le génome du tardigrade et on fait des bébés résistants. Alors ça m'a fait hurler. On a fait un papier dans Le Monde là-dessus, qu'un colloque de la Pité d'ailleurs, un généticien. Ils ont des gènes incroyables qui leur permettent de se déshydrater. Mais un tardigrade, il fait entre 1,5 et 1,5 millimètre. Donc en millimètres cubes, vous voyez ce que c'est qu'un millimètre cube, ça se voit juste bien. Et commencez par me déshydrater un chat. Vous verrez la tronche du chat, déshydraté. Hein. Donc en quoi des gènes de tardigrade qui vont être mis chez des humains vont modifier quoi que ce soit dans nos capacités d'adaptation. En adaptation sur la déshydratation, les records, c'est les types du Tour de France. Hein, vous avez un type, il faut 1m80, il pèse 60 kg sur un Tour de France, hein, les coureurs du Tour. Après une semaine de Tour, ils peuvent perdre jusqu'à 12-14 litres d'eau dans la journée. Donc, on est au maximum de support d'un humain vis-à-vis de ces capacités-là. Mon tardigrade, il peut perdre 85% de sa flotte, en fait. Donc c'est là que, soyons raisonnables, admirons ce vivant, hein, étudions-le, regardons comment ils font, bien sûr. Hein. C'est tout mon support, d'ailleurs, du biomimétisme, on en parlera un petit peu, et de la bioinspiration. Une libellule, c'est absolument génial. Je reviendrai tout à l'heure. Donc pour terminer sur la transformation, on a tout transformé, et maintenant, par imprévoyance, par arrogance et par cupidité. Et ces trois défauts-là, si on ne les modifie pas, je ne vois pas comment on pourra demain avoir cette transformation, cette métamorphose, comme le dit Edgar Morin, à laquelle je fais allusion si on veut vraiment modifier nos comportements. Ce que nous dit tout à l'heure Albert est génial, parce qu'on est sur des bases très triviales, en fait, de réactions de base dans les systèmes. Comment est-ce qu'aujourd'hui, ceci peut être, non pas combattu, c'est pas le terme, mais modifié? Et comment est-ce qu'on peut tenir compte de l'environnement qui change pour être capable, effectivement, de changer cela? Le vivant, depuis qu'il existe, a passé son temps à s'adapter. Mais personne ne s'est jamais adapté sans changer. Et on ne change toujours pas. Donc c'est là que je suis, moi, un petit peu inquiet sur la capacité de transformation qu'on évoque ici ce soir. Albert, est-ce que tu peux nous éclairer sur cette capacité de changement, mais également sur une notion qu'a évoquée Gilles et que je trouve très intéressante, c'est le rapport au bien et au mal. Est-ce qu'il est le même partout? Est-ce qu'on peut induire sur ce qui est... Ouais, et notre capacité, en fait, à projeter les conséquences de nos actes sur le temps très long? Alors, il y a plusieurs problèmes pour répondre à cette question. La première, c'est qu'on a des capacités attentionnelles très limitées. Donc, quand on est face à des systèmes complexes, le bien de quelqu'un peut être le mal de quelqu'un d'autre. Donc, c'est compliqué d'être sûr qu'on fait du bien ou qu'on fait du mal, parce qu'on est en train de parler de sujets qui ont des infinités de facteurs. Il y a l'ozone, il y a le CO2, il y a le méthane, il y a le plancton, et des fois, si par exemple, et ça c'est quelque chose donc il y a la diffusion de responsabilité, il y a la paralysie du choix. La dernière fois, j'étais face à une sorte de dilemme, je ne sais plus c'était quoi, parce que j'aime oublier les dilemmes, mais genre je devais ou bien choisir quelque chose qui venait de loin, ou bien genre prendre un avion. Je ne sais pas comment je m'étais retrouvé dans cette situation, et des fois, une action bonne peut avoir des conséquences négatives, une action négative peut avoir des conséquences bonnes. Donc, je sais pas, il faut peut-être aller au-delà du bien et du mal, mais je vais revenir sur la crise et la transformation. La crise, pour un humain, moi j'ai fait ma thèse, donc je suis psychologue, je fais ma thèse sur les troubles anxieux, le stress. Et la crise, en général, c'est un signal de danger pour qu'on réagisse vite, et soit on fuit, soit on se bat.
C'est pour ça que quand vous êtes stressé, vous ne pouvez pas dormir, vous avez mal au ventre, etc. Parce que vous êtes dans un état qu'on appelle l'hypervigilance, vous êtes en train de guetter s'il y a éventuellement un prédateur qui va vous agresser. Les personnes stressées tombent plus souvent malades, ont des problèmes de digestion, etc., parce que leur corps se met en mode de survie, et donc toutes ces fonctions ne sont pas importantes. Et du coup, cet état de crise n'est pas très propice pour changer. Parce que quand on veut survivre, on n'a pas le temps de réfléchir. C'est pour ça que les personnes stressées prennent des décisions pas très bonnes, c'est pour ça que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de stressé « calme-toi », etc., ça ne marche pas. Donc on a une sorte de désavantage, on est en crise et on a besoin de changer. Mais quand on est en crise, on change vite, n'importe comment. Et c'est ce qu'on fait depuis 20-25 ans. Moi, je me souviens, en 1990, 91, un truc comme ça, je recevais le journal de Mickey. Et il y avait un numéro du journal de Mickey que la fin est proche sur le réchauffement climatique. Et on a annoncé, genre, l'an 2000, c'est fini. Genre, j'avais fait la blague, donc moi j'habitais à genre 600 ou 700 mètres d'altitude, j'ai lu le journal de Mickey, je suis allé voir mes parents et je leur ai demandé si, quand j'aurai 20 ans, ça sera la plage chez nous, que l'eau serait montée. Et cet état de crise permanent, dans lequel on met tout le monde, je ne suis pas sûr qu'il est propice à la transformation. Quand on est en fight et flight, donc quand on est dans cet état de survie, tout le reste devient inimportant. Et donc on fait souvent des erreurs où on confond le mouvement et l'action. On gigote en se disant qu'on est en train de faire quelque chose, mais en fait on ne fait rien. Et quand on réfléchit à tout ce qu'on a fait, qui ne soit pas un mouvement, mais qui soit de l'action, sur les 30 dernières années qui sont passées, alors qu'on dit et qu'on est en crise, on n'a pas fait grand-chose. Le problème de la transformation, c'est qu'aussi en psychologie, il y a quelque chose qui s'appelle le principe du réel. C'est que même si je ne suis pas content, on dit tout le temps, vous pouvez voir ce que vous voulez, vous pouvez être qui vous voulez, etc. C'est pas vrai, parce qu'il y a le réel. Si moi je décide que mon rêve, c'est de devenir un acteur hyper connu qui fait Hollywood et qui gagne un Oscar, et je ne suis pas très bon, le monde réel s'écrase et me dit non. Nope. Et le problème de la transformation climatique, c'est que si on ne la fait pas, elle va se faire quand même. Le réel va venir s'écraser sur nous, et c'est là que la vraie crise va commencer. Parce que là, on est dans une sorte de fight and flight move. On ne va pas se mentir, si vous vivez dans une ville, si vous vivez dans un pays développé, si vous ne vivez pas à la campagne, le réchauffement climatique, est-ce que quelqu'un ici a eu sa vie qui a été chamboulée par le réchauffement climatique? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans votre quotidien où vous avez ressenti une crise? Je ne pense pas. Il y a très très peu de chances que vous ayez fait ça. Soit vous devez travailler proche du vivant, soit vous devez vivre à côté de la nature, pour entendre les cicades qui ne chantent plus, pour voir la terre où il n'y a plus rien dedans, pour réaliser qu'il y a beaucoup moins d'abeilles. Mais sinon, vous êtes complètement à l'abri. Et donc, vous n'êtes pas en crise. On vous dit qu'il y a une crise, mais vous ne la ressentez pas. Et donc, vous n'avez aucune motivation de faire quelque chose. Et le risque de la transformation, tout comme pour les entreprises, beaucoup d'entreprises ne se sont pas transformées et ont péri. Kodak, BlackBerry, Nokia, par exemple. Tous c'était des boîtes qui pensaient qu'elles étaient en anglais too big to fail, que jamais, genre BlackBerry, quand Steve Jobs annonce l'iPhone, le mec de BlackBerry, il rigole. Il dit genre, c'est un truc pour les enfants. Kodak c'est encore plus intéressant. Kodak, c'était des pionniers de la photographie digitale. Ils ont décidé d'arrêter leur R&D parce qu'ils ne voulaient pas abandonner leur business de pellicule. Donc leur boîte a coulé parce qu'ils ne voulaient pas lâcher leurs bénéfices alors qu'ils étaient les pionniers de ce qui va être le futur. Ils ont lâché le truc parce qu'ils étaient tellement attachés. Mais la réalité s'est écrasée sur eux. D'autres personnes ont fait ces recherches, d'autres personnes ont amené la photographie digitale. Du coup, Kodak a péri. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que si on ne fait pas cette transformation, elle va avoir lieu quand même. Et on finira un peu comme Nokia et Kodak et BlackBerry et toutes ces boîtes. C'est-à-dire, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas comment est-ce qu'on va faire notre transformation? Est-ce qu'il y a la crise? Tant qu'on ne sent pas la crise, et aujourd'hui on est en train de penser de plus en plus à des moyens pour motiver les gens pour voir la crise, c'est de les mettre au contact de la nature. D'emmener les gens et de les faire du snorkeling, de leur faire de la plongée et regarder les coraux. Ça ressemble à une guerre civile. Regardez-les. D'emmener les gens à côté de la forêt amazonienne et de la voir en train de brûler. De la voir physiquement. Il y a un effet dans l'espace qui s'appelle le overhead effect, que beaucoup d'astronautes, tous quasiment, décrivent. C'est que quand on voit la Terre de l'espace, apparemment, ça fait une sorte de réalisation que tout ce qu'on fait est stupide.
que les pays c'est stupide, que les religions c'est stupide, que les partis politiques c'est stupide, et qu'on est sur un petit caillou qui flotte et on se donne une importance de dingue alors qu'on ne la mérite pas. Peut-être qu'il y aurait un effet overhead effect, mais pour la nature. D'emmener les gens et de leur mettre la tête dans la gueule d'un lion mort, parce qu'il n'a plus rien à voir. Et peut-être que là, ils se diront « Ah ouais, c'est la crise ». Parce qu'on est protégé de la crise. Et là aussi, c'est la responsabilité du système. Le système fait tout ce qu'il faut pour invisibiliser la crise. Et quand je parle du système, ce n'est pas genre les Illuminati ou... Le système, c'est nous, dans cette salle. Nous, on fait tout pour s'invisibiliser la crise pour nous. Un système, c'est juste genre un collectif d'individus. Ce n'est pas des gens dans une pièce sombre qui font « Ah, comment ce soir je vais manipuler des gens ». Et donc, la transformation aura lieu. La question, c'est juste les conditions. Est-ce que la transformation aura lieu dans des conditions de crise ou est-ce que la transformation aura lieu dans des conditions où on a encore la chance d'avoir une crise invisible? Et c'est ça le choix qui nous reste. Et du coup, s'il y a une transformation alors qu'on ne porte nous-mêmes pas le changement, c'est quoi le résultat? Ça fait mal. C'est comme Nokia. Genre, si aujourd'hui, je ne sais pas, par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle le Zero Water Day, le jour où, par exemple, en Afrique du Sud, on estime que dans pas longtemps, ça sera genre en novembre. Et le Zero Water Day, c'est le jour où vous allez, vous ouvrez le robinet et il n'y a pas d'eau qui descend. Là, quand tu vas rentrer chez toi et tu te dis, avant de me coucher, je vais me brosser les dents, et tu ouvres le robinet et il n'y a pas d'eau qui descend, là, la crise commence. La question, c'est à quel moment est-ce que ce truc va toucher? Il y a beaucoup de penseurs écologistes qui se disent, il vaut mieux ne rien faire et attendre que les gens flippent. Attendre que les gens soient touchés dans leur quotidien par des trucs, qu'il y ait des pénuries d'eau, qu'il y ait par exemple, aux États-Unis, qu'il n'y ait pas un hurricane Katrina qui touche la Nouvelle-Orléans, mais 15 hurricanes Katrina qui rasent 2 villes sur la côte Est. Moi, je ne partage pas parce que je pense qu'il ne faut jamais justifier une catastrophe pour l'action, mais je ne peux pas dire qu'ils ont tout à fait tort. Parce qu'on est une espèce, parce qu'on a des ressources, et c'est vraiment biologique, on est incapable de penser plusieurs informations en même temps, surtout quand ils sont loin temporellement. On parle de sauver la Terre. Pas la Terre, parce que je suis d'accord avec toi, la Terre, elle s'en fout. De sauver les conditions nécessaires pour nous. Mais on ne fait pas ça même à l'échelle individuelle. Fumer. Fumer, c'est empoisonner son propre corps. Pas empoisonner la biosphère, pas empoisonner la planète. Et on le fait, parce qu'on est incapable de penser la chose loin. Mais par contre, la meilleure façon d'arrêter de fumer, c'est d'avoir, par exemple, une angine pendant 2 mois. À chaque fois que tu prends une taf, tu tousses comme une tarée, et ça te fait flipper, tu as peur de mourir, et là tu te dis il faut que j'arrête, d'avoir un cancer. Et même après le cancer, il y a certaines personnes qui reprennent en se disant ouais j'ai eu un cancer, je ne vais pas en avoir 2 quand même. Et du coup, à quel moment est-ce qu'on va commencer à tousser? À quel moment est-ce qu'on va se dire en fait je ne peux plus fumer parce que je suis malade? Et tant que ça n'arrive pas, ou bien on a des ressources attentionnelles limitées, mais en groupe on est très très bon à prévoir, et la preuve c'est que la cigarette, la consommation est réduite, on a fait quelque chose. Je suis contre les gens qui disent on est câblé pour rien faire pour le climat. C'est une solution hyper facile et très mal argumentée de toute façon. Mais par contre, on n'est pas encore en crise alors qu'on est en crise et c'est problématique. Justement, si on tire le fil de ta dernière réflexion, qu'il ne faut pas attendre d'avoir mal pour changer et qu'il faut qu'on anticipe ça, il y a le 4e concept dont on a parlé ensemble qui est le sujet de pédagogie. Qui nous semble à tous les 3 cruciaux. Juste une toute petite aparté sur le monde de l'entreprise avant de revenir sur vos regards respectifs. Nous qui avons dans les pattes 8 ans de transformation, d'organisation, toutes plus militantes les unes que les autres, puisque le temps passe et on renforce nos convictions, on s'est aperçu il y a 2-3 ans, de manière un peu naïve en fait, que avant de parler de transformation, avant de former les hommes et les femmes qui étaient en face de nous, il fallait travailler sur l'information. Et que si je fais un parallèle avec la crise plutôt économique que l'on est en train de vivre à l'heure actuelle, la difficulté qu'on avait pour faire en sorte que tout un chacun prenne ses responsabilités, c'est qu'il comprenne pour de vrai ce qui était en train de se passer. Et là, on touche du doigt le sujet de la complexité, qu'on retrouve sur des thématiques écologiques, qu'on retrouve sur des thématiques économiques. Quelques éléments, hein. Aujourd'hui, 50% des compétences qui sont présentes en entreprise sont potentiellement obsolètes d'ici 2 ans.
85% des métiers qui embaucheront en 2030 n'existent pas encore. 47% des métiers sont potentiellement robotisables très rapidement, rapport du Davos. Et donc, on parle, quand on est un collaborateur qui travaille, qui se pose un peu de questions, on nous parle d'ubérisation, de plateformisation, d'accélération, de digitalisation, de crise climatique, d'esthétique du dedans, de symétrie des intentions, etc. Et tout cela justifie normalement votre prise de responsabilité, de votre engagement et donc votre changement individuel. Et nous, on s'est aperçu que tout cela ne voulait rien dire à l'échelle individuelle et que aujourd'hui, on avait quand même une faillite des élites dirigeantes, des élites intellectuelles avec lesquelles on a la chance de grenouiller parfois, à rendre accessible la complexité du monde d'aujourd'hui, qu'elle soit écologique, économique, sociétale ou politique, pour permettre aux hommes et aux femmes de se l'approprier et donc de décider ou non, puisque il y a aussi le principe de décision, de se mettre en mouvement. Donc c'est pour cette raison-là notamment que de concert avec Gilles et Albert, on a décidé de mettre sur la table cette thématique de la pédagogie qui nous semble indispensable. Est-ce qu'aujourd'hui on n'agit pas parce qu'en réalité on n'a pas bien compris ce qui se passe et est-on en capacité avec notre petit cerveau d'Homo sapiens sapiens de comprendre l'immensité des transformations en cours, Gilles? Sur la pédagogie, on a la mémoire courte parce que tout à l'heure j'écoutais ce que disait Albert. On avait quand même des prémices. La canicule de 2003, c'est 15 000 morts à Paris. Ça ne s'était jamais produit. Dans nos échelles historiques à nous, bien sûr. Il y a eu certainement des... Et là, simplement, moi je regarde chaque épisode qu'on a eu. Donc juin 2018, 1000 morts à Paris. L'épisode de juillet 2019, là, donc comme 42 degrés, 43 degrés à Paris, il y a eu 1000 morts aussi dans la semaine. Donc il y a quand même quelques alertes qui devraient nous faire réfléchir un petit peu plus. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Par exemple, moi, en biodiversitateur, je ne suis pas fichu, ça n'existe pas, de vous donner une seule espèce qui est disparue en France à cause du changement climatique dans les années écoulées. Alors, par contre, ça va venir très vite si on ne fait rien du tout, on est bien d'accord. On a des envahisseurs. Je posais une réserve naturelle dans les Pyrénées. Alors on me dit c'est une catastrophe, qu'est-ce qui va se passer? Mes espèces des Pyrénées vont migrer vers Toulouse, puis après vers la Bretagne, mais je vais récupérer des Marocains qui vont remonter en fait à travers la péninsule ibérique du Maghreb. Donc c'est vrai que tout ça bouge. Récemment, des amis m'ont amené vivant dans un panier une dorade coryphène, le maï-maï, qu'on ne mange qu'à Tahiti ou aux Antilles, pêché en face de Bordeaux, dans le golfe de Biscaye. Donc, on voit des choses qui se produisent. Et ça, c'est le vivant. Et vous avez raison de dire que, je l'avais dit déjà à la COP, c'est le meilleur révélateur du changement, c'est bien le vivant. On n'a pas dit aux abeilles que le climat changeait. Elles le savent depuis au moins les années 75, les abeilles, que le climat est en train de changer. Donc tout ça, ces observations-là, il faut qu'on les fasse. Et la pédagogie là-dessus. Je racontais l'autre jour avec Emmanuel, quand Tara rentre après notre premier tour du monde 2009-2013, on a séquencé 3500 lieux marins des 3 premiers mètres de l'océan, et on va s'attaquer à un travail gigantesque, mais qui a bien marché. Quelles sont les relations établies entre ces cellules du phytoplancton? Il y a des familles, les diatomées, les coccolithophoridés, qui ont fait les falaises de craie du pays de Caux, par exemple, les dinoflagellés, qu'on ne connaissait pas trop, qui produisent des toxines terribles. Alexandrium produit une toxine qui tue un humain en 20 minutes, par exemple. Et ils sont là depuis 800 millions d'années. Et bien on se rend compte que les relations entre ces organismes-là sont infiniment plus tournées vers le commensalisme, vers la symbiose, vers l'entraide, que vers effectivement l'agressivité ou la compétition. Et quand on me dit Darwin est le chantre de la compétition, le pauvre Darwin, il n'a jamais dit un truc comme ça. Et l'entreprise qui se met, si je ne bouffe pas celle de la côté, moi je n'existe pas, ça n'a pas de sens. Tant qu'on continuera comme ça, on ira effectivement vers des systèmes qui vont collapser très 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 vite. Sauf qu'il y a des cas qui existent. Les diatomées, par exemple, moi je les appelle antisociales. Ces microalgues-là, quand on les emmerde, quand il n'y en a pas beaucoup, ça va. Mais dès qu'il y en a beaucoup, comme elles ne supportent pas les autres, elles produisent une toxine qui flingue tout le reste sauf elles. Donc il y a des espèces antisociales, si on se met sur la sociologie effectivement des humains. Tout ça existe. Mais ce n'est pas exacerbé. Donc, comment est-ce que cette pédagogie s'est transmise? Là, ça a été effectivement les systèmes de la sélection naturelle. Il y a plein d'histoires géniales. Je raconte notre histoire sur la pédagogie, sur mes histoires de grandes sèches. Un travail fait par les Anglais récemment. Vous avez 2 grands mâles de sèches qui se battent. C'est des gros mâles costauds. Et il y a une dizaine de filles à côté qui attendent de bon vouloir des mâles pour être fécondées par le gagnant. Arrive un petit mâle, beaucoup plus petit que les autres. Ces animaux ont une capacité incroyable, ils changent de couleur instantanément. Mais fabuleuse, Je prends la couleur de ta robe, là, et je change avec le pull de la copine d'à côté.
en une fraction de quelques secondes. Hein. Ils sont capables, c'est extraordinaire. Alors, les femelles sont zébrées de vert et de bleu. Le petit mâle, instantanément, prend une livrée de femelles. Donc pour les deux gros qui se battent, c'est une femelle de plus, très bien, on laisse faire, hein, ils continuent à se battre. Les filles savent bien que ce n'est pas une fille, hein, parce qu'il n'a pas les mêmes phéromones. Il féconde toutes les filles qui attendent. Et quand les deux grands arrêtent de se battre, elles sont toutes fécondées. Et c'est ça, dans la pédagogie que j'adore, chez des calmars, chez des grandes sèches. Ça veut dire que les gènes transmis ne sont pas les gènes des plus gros et des plus forts, c'est du plus malin en fait. Et tout est passé comme ça dans le système. Les grands chefs de tribu, au moment où effectivement là, on se tapait sur la figure, ce n'étaient pas les plus gros et les plus costauds. C'est ceux qui avaient le plus de neurones capables justement de réagir face à ce qu'on raconte là ce soir, en capacité adaptative, qui savaient qu'il fallait changer. Quand vous avez des écoles en France qui vous apprennent que vous êtes le top des neurones français et qu'on ne change jamais par rapport à des mecs qui sont déclarés inférieurs, bah c'est le collapse d'un système. C'est ce qu'on vit aujourd'hui dans les grandes écoles, actuellement. Et c'est là que la pédagogie est essentielle. La pédagogie chez les animaux, c'est l'observation des aînés. Hein. Moi, quand je vois mes femelles de chimpanzés, on travaille sur des chimpanzés sauvages. Nous, on ne touche jamais nos chimpanzés. On ne les regarde jamais dans les yeux, on ne les nourrit jamais. Même des fois, ça me fait trop mal au cœur, mais ils ont une douleur particulière, on ne va pas les traiter. Et je les regarde vivre dans leur forêt tropicale. Ce n'est pas des chimpanzés qu'on a amenés dans un parc zoologique, à qui on a mis une jupette le matin, tu vois, dont on déduit les mœurs de chimpanzés. Ça ne sert absolument rien du tout, on les a humanisés. Allez voir le film qui s'appelle Nîmes, mais c'est monstrueux ce film. C'est une petite fille chimpanzé qui a été effectivement récupérée. À l'époque, où les psychanalystes américains disaient que si on élevait un chimpanzé comme un humain, on arrivait à en faire un humain. Donc on a humanisé un petit chimpanzé. C'était dramatique, parce qu'il grandit beaucoup plus vite, et surtout il se développe cérébralement beaucoup plus vite que l'humain. À 4 ans, un bébé humain, il est encore prémat, hein, au niveau du cerveau. Ça prend du temps. Chez un chimpanzé, c'est fait en moins de 2 ans. Et cette fille a été assez cinglée pour donner un sein au chimpanzé et l'autre sein à son fils, en même temps. Et on est arrivé à ce drame de Nîmes, qui à un moment, bien sûr, a été abandonné. Il a été vendu à des pharmacologues qui faisaient des affreuses manips dessus. Et Nîmes a terminé mal. Il rencontrera sa maman adoptive, cette femme qui s'en est occupée. Au début des années 2000, hein, c'est récent, hein, il ne va pas la tuer, il va la défigurer. Il veut lui arracher la joue, les joues, le nez. Dans la rancœur qu'il avait de l'avoir humanisé, et une fois humanisé, il a été rejeté par les autres chimpanzés. Et c'est ça que la pédagogie est essentielle, parce que la pédagogie, c'est d'observer comment font effectivement les parents. Et une maman chimpanzé, elle met 5 ans. 5 ans pour sauver son petit, parce qu'il faut lui apprendre quel serpent est dangereux, quelle fleur elle peut consommer, quelle plante médicinale elle va aller chercher. On les scrute et une fois tous les 15 jours, elle bouffe un truc qu'elle ne bouffe jamais d'habitude. Et on trouve un puissant antipaludéen là-dedans, que connaissent quelquefois, mais pas toujours les chamans d'à côté. Hein. Donc ils se traitent contre le palud depuis toujours, en fait, ces bestioles. Il y a des travaux sur les oiseaux récemment, les pies, mais c'est incroyable ce que peut faire une pie. Vous dessinez une tache sur une pie, elle va se la frotter devant une glace. Alors que le clébard tout con, il va aboyer pendant 3/4 d'heure devant son image dans une glace contre le chien qui est en face. Hein. Donc, il y a des choses qui sont tellement exceptionnelles. Alors, encore une fois, on va revenir à ce qu'on dit tout à l'heure, ils ont été sélectionnés comme ça. Mais il faut garder la capacité d'émerveillement. Et la pédagogie, c'est ça, c'est comment est-ce que dans la nature se transmet cette connaissance. Et malgré ces performances que je vous raconte, moi avec mes chimpanzés, c'est ce qui m'a fait toujours mal, et c'est la différence pour moi entre l'humain et l'animal, je vois une femelle qui va préparer une brindille pour attraper des termites. 3/4 d'heure, hein, elle bricole sa termite. Elle sait que dans la galerie, à 22 cm,2, il y a un coude à droite, et puis après un coude à gauche, 10 cm plus loin, elle fait son truc, génial, elle chope son termite, elle le bouffe, et elle part en laissant son outil par terre. 20 fois, j'ai répété, mais ramasse ton outil! Elle n'a jamais ramassé son outil. La différence, elle est là. Hein, nos anciens, les bifaces, on a des tas de traces maintenant, ils se passaient de père en fils sur des centaines d'années. Un beau biface bien bricolé. Il y a un très beau site en Europe, c'est à Burgos, la Cima de los Huesos. Vous avez un trou, on est à 1,8 million, hein, c'est très ancien. Il y a cette espèce d'humains qui ont vécu depuis 1,8 million dans ce qu'est la péninsule ibérique aujourd'hui, l'Espagne. Il y a 15 crânes humains, très bien conservés, et un biface. Et la microscopie électronique nous révèle que ce biface n'a jamais servi, même pas une fois, à couper un cheveu ou une salade. Ça laisse des traces qu'on voit très bien en microscopie à balayage. Donc ça, c'est totalement humain. Là, on parle de pédagogie, des crânes accumulés là, avec un biface qui n'a jamais servi. Et c'est toutes ces différences-là. Quand on va effectivement à Chauvet, vous avez des stalagmites en permanence et des crânes d'ours dessus. Aucun animal ne fait jamais ça. Par hasard, il peut très bien amener un crâne sur un stalagmite, bien sûr, c'est possible, hein, mais pas systématiquement tous les stalagmites avec un crâne d'ours dessus.
Et ça, c'est extrêmement important dans ces questions de pédagogie depuis le départ. Pourquoi on dessine Chauvet? Vous dessinez au fond d'une grotte, à 300 mètres de l'entrée, personne ne va jamais voir ça. Pire que tout, on dessine par-dessus les dessins qu'on a fait auparavant. Ça, moi, je trouve ça absolument merveilleux. Prenez un petit enfant, faites-lui faire un beau dessin. Il faut faire un beau dessin. Je veux un deuxième dessin. Jamais un enfant ne va redessiner sur le dessin qu'il vient de vous faire. Ben, dans les grottes préhistoriques, on dessinait par-dessus. Et c'est là qu'on est dans des pédagogies tout à fait différentes. Alors, et je reviens à la question de base, et la pédagogie dedans aussi, à quoi ça sert de faire ça? À quoi ça sert d'aller se mettre au fond d'une grotte, à 300 mètres de l'entrée, dessiner dans un coin que personne pratiquement va voir, des dessins tellement somptueux qu'on en pleure. Hein. Regardez les pupilles des lionnes de Chauvet. 37 000 ans, hein. C'est 2 fois plus vieux que Lascaux. Et en plus, on redessine par-dessus. Qu'est-ce qui a tourné autour de ça? Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a regardé? Est-ce que c'est le même artiste qui fait ça dans des grandes parties? C'est pas impossible. Des fois, on a des choses qui peuvent se ressembler. En tout cas, ils sont plusieurs. Est-ce que c'est des garçons? Est-ce que c'est des filles? Vous avez des pieds d'enfants dans la boue à la base de ces dessins. Donc la pédagogie, elle est là. Observer, tirer un enseignement, le transmettre. Et c'est là que la pédagogie, elle est essentielle. Et aujourd'hui, moi, l'antithèse de tout ce que je vous raconte là, c'est ces gamins d'aujourd'hui, de bonnes familles, bien élevées, hein, capables d'aller faire 2 nuits de queue devant la FNAC pour acheter le dernier modèle d'iPhone. Comment ils ont été éduqués? On parle de la bouffe tout à l'heure. Hein. Allez voir l'expo au Musée de l'Homme en ce moment, je vous y encourage, qu'on a commencé il y a quelques jours. Je mange donc je suis. Ben, c'est ça en fait. Regardez les paniers justement des gens qui se disent pauvres et ne pouvant pas acheter de produits bio. Ils mangent que des chips. J'ai regardé, le chip, il coûte 7 fois plus cher que la patate. Donc si c'est une question de coût, manger des patates et pas des chips en fait. Donc il y a un énorme problème d'éducation et de pédagogie. Et tout ce qu'on raconte là, depuis tout à l'heure, ça passera vis-à-vis effectivement des enfants, mais aussi des adolescents et des adultes, hein, vers de l'enseignement et de la pédagogie. De quelle façon? Et je terminerai par mon ire actuel face au programme scolaire que l'on change dans les lycées, où on est en train de supprimer ce système politique actuel, l'essence de la vie et de la terre. Il y aura le choix en première, soit maths et physique, soit lettres. C'est une véritable catastrophe. Pas uniquement au niveau des connaissances, au niveau de l'esprit critique. Parce que ce qu'on n'avait pas, nous, à notre époque, moi je suis un peu encore plus ancien, il n'y avait pas de fake news. Je lisais un bouquin, c'était à peu près vrai ce qui était écrit dedans. Aujourd'hui, vous faites Climate Change, tout à l'heure en rentrant, sur Google. Les 7 premiers sites sont sceptiques, sont climato-sceptiques. Ils ont payé ces gens-là, bien sûr, pour s'inscrire comme ça. Comment fait un gamin? Et moi, quand je corrige des copies aujourd'hui, ils lisent plus de livres. Hein. C'est une référence à un site où ils racontent des trucs. Alors maintenant, je veux la référence du site. Qu'est-ce qui a été écrit là-dedans? Donc non seulement ils n'ont pas les connaissances, mais surtout, il n'y a plus l'esprit critique qui vous permet d'analyser ce qu'on vous raconte. Et ça, c'est aussi important que le reste. Donc la pédagogie, elle est totalement essentielle. Et le fait de faire croire aux Français que ce qui était important, c'était le low cost en matière d'alimentation, c'est le pire des crimes qu'on ait fait. Et vous avez vu en ce moment, en pédagogie, les pesticides, 5 mètres ou 10 mètres? 5 mètres, ça nous sépare tous les deux. 10 mètres, c'est madame derrière, là. On se fout du monde. Et c'est les mêmes gens qui ont cru à l'époque que l'université de Tchernobyl avait fait exactement le contour de l'Hexagone. Et je terminerai en disant qu'il y a 35 ans, ce qui m'a mis en ire à l'époque, donc j'ai toujours été véhément, tu vois, hein, on lance le nouveau débat en France sur les énergies renouvelables. Et on confie ça à 2 institutions, l'Institut français du pétrole et le commissariat à l'énergie atomique. Voilà. Vous voyez la pédagogie? Pourquoi il faut? C'est essentiel. Mais ça marche dans les 2 sens. Hein. On peut aussi mettre dans le crâne de gens des choses qui sont effectivement fake, comme on disait tout à l'heure. Mais le vivant a toujours travaillé dans un sens... Le vivant n'est pas parfait. Hein. Ça, il faut que je dise souvent aussi. Il n'est pas parfait, le vivant. Je peux vous raconter plein d'histoires. Pourquoi on a le hockey? C'est parce qu'on n'est pas parfait. Hein, pourquoi est-ce que sur un petit neuropeptide ici de la neurohypophyse, je peux enlever un acide aminé remplacé par un autre, ça marche mieux que la molécule naturelle. Comme ça, le vivant a encore un peu de temps devant lui pour aller vers la perfection. Mais malgré tout cela, on va dans un sens effectivement de capacité qui s'améliore vis-à-vis des changements. Et je terminerai en disant que face au changement, le fait le plus important, c'est d'avoir sur le moment du changement la capacité génétique à réagir. Je ne sais pas si c'est ça la vraie intelligence, hein. C'est le fait que face à l'agression nouvelle d'un événement qu'on n'a jamais connu, je trouve le plus vite possible la réaction la plus adaptée possible à la situation. Et ça, c'est ma petite grande sèche tout à l'heure, là. Albert, par rapport à cette définition qu'a donnée Gilles de la pédagogie, c'est-à-dire la capacité des aînés à transmettre
des fondamentaux aux plus jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours cette définition qu'on peut donner? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une reverse pédagogie dans un contexte où la prise de conscience et l'âge ne vont pas forcément de concert? Quel regard tu portes sur ce concept-là? Je ne veux pas faire de l'agéisme. Donc, l'agéisme, c'est le racisme envers les vieux. Mais, je vais en faire quand même. On peut transmettre ce qu'on sait. Et pour le mieux ou pour le pire, on a eu des changements sociétaux et moraux hyper rapides sur les 50 dernières années. Que ce soit le droit de vote des femmes, la capacité à se déplacer, l'abolition des systèmes totalitaires ou monarchiques. On a eu plein de changements. Du coup, comment est-ce qu'on veut que des personnes qui n'ont pas appris transmettent? Par exemple, tu parlais tout à l'heure des fake news. Les personnes qui ont plus de 65 ans ont 10 fois plus de chances de tomber dans des fake news qu'un gamin qui a 15 ans. Parce que le gamin qui a 15 ans a grandi dans un monde où on lui ment. Et vous, comme vous dites, vous n'êtes pas habitué. Toi, comme tu disais, tu n'es pas habitué à ce qu'on te mente dans un livre. Et du coup, la pédagogie, je pense que oui, elle doit se faire à l'envers. C'est-à-dire, on a besoin... En fait, moi, s'il y a une lueur d'espoir dans mon pessimisme ambiant, c'est les gens qui grandissent maintenant. J'aime pas les appeler les jeunes, parce que j'aime pas le jeunisme, pas plus que l'agéisme, mais les gens qui sont en train de grandir dans un monde où ils sont en train d'apprendre entre eux grâce aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on tape dessus souvent, mais maintenant on a de plus en plus de données qui remontent des sciences cognitives et de la sociologie. Par exemple, un réseau social en ligne rend beaucoup moins polarisées les opinions qu'un réseau social hors ligne. Quand on se retrouve avec nos potes dans la vraie vie, on a des mécanismes de renforcement et de pollution de nos pensées infiniment plus que quand on se rencontre avec nos potes en ligne. Parce qu'en ligne, on va inévitablement avoir plus de diversité, donc voir plus d'opinions, donc être exposé à des opinions différentes. Mais je ne vais pas au bar du quartier avec une personne qui est à l'opposé de mon opinion, parce que pourquoi je vais passer une soirée avec quelqu'un avec qui je me disputais tout le temps? Mais sur Facebook, je les vois. Et donc, on a une sorte de... Et c'est là où on revient à cette notion de complexité. C'est que les réseaux sociaux, c'est bien parce que ça aide, mais les réseaux sociaux, c'est mauvais parce que ça transmet des fake news. Mais moi, limite, la pédagogie, c'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est deux choses. C'est la complexité et l'incertitude. C'est-à-dire, d'un côté, comme je vous ai dit, depuis 1990, on dit que c'est la fin est proche et elle n'arrive pas, donc on est décrédibilisé. Il faut qu'on explique qu'on ne sait pas. Moi, je suis contre qu'on continue à dire 2025, c'est plus de degrés, 2030. Qu'on introduit en science, quand on fait de la recherche, on a ce qu'on appelle des facteurs de confiance. Je dis, j'ai découvert que cet effet semble fonctionner comme ça, et je suis sûr à 70%. J'ai découvert que ce truc ne fonctionne pas comme ça, et je suis sûr à 90%. Je suis pour injecter de l'incertitude dans le débat public. Que les gens se disent, ce que je suis en train de dire maintenant, j'en suis pas certain. Par exemple, ce que je suis en train de vous dire maintenant, j'en suis pas certain. Parce que je ne sais pas, parce que c'est des prédictions, et les prédictions, c'est quelque chose de difficile. Et la deuxième chose, d'expliquer que c'est complexe. Qu'on ne sait pas non plus comment est-ce qu'on va faire pour, par exemple, faire qu'on accepte de perdre de la qualité de vie. Comment est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Mais la pédagogie, par contre, ce que je sais pour la pédagogie, c'est qu'on a besoin d'apprendre à penser des pensées qui sont contradictoires, à réinjecter l'incertitude, à réhabiliter la complexité et à abandonner ce schéma de « si je suis plus vieux, je sais plus ». Pas parce que les vieux ne savent pas, parce qu'on est dans une époque hyper particulière, l'iPhone, qui est maintenant, je pense que tout le monde ici a un smartphone. Si vous n'avez pas un smartphone, je vous félicite. Moi, j'en ai un. Ça existe depuis 2008, une dizaine d'années. Quelqu'un qui a l'âge de mon père, en 10 ans, il ne peut pas apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. Mais par contre, moi, je peux l'aider. Moi, je peux l'aider. Donc on a d'un côté la transmission à l'envers de la jeunesse qui va essayer d'éduquer les plus vieux sur la science, sur ces choses. Parce que moi, mon père, quand il a fait des cours de science, on ne parlait pas de la couche d'ozone. Comment est-ce qu'il va le transmettre à moi? Alors que moi, quand j'étais à l'école, la couche d'ozone, c'était un truc nouveau, mais que j'ai appris. Il se trouve que j'ai donné des cours particuliers, donc je me suis retapé tout le cursus
scolaire plusieurs fois. Et la vitesse à laquelle ça bouge est incroyable. Et donc c'est important d'écouter ce que les gens qui sont en train d'apprendre maintenant ont à nous apprendre à nous. C'est pas parce qu'ils sont jeunes, c'est parce qu'ils sont en train d'apprendre maintenant, c'est tout. Et la deuxième chose, j'ai oublié c'était quoi, ça va me revenir. La deuxième chose, oui, c'est que, encore une fois, la pédagogie ne peut pas se transmettre juste par la parole. Comme je disais tout à l'heure, si on ne voit pas, encore une fois, si je vous dis « Ah, c'est très mauvais ce truc », tant que je ne me suis pas frotté à ce truc et j'ai eu mal, ça ne marche pas. Un bébé, on lui dit « Ne touche pas ça, c'est chaud ». Première chose qu'il fait, il touche. Il se brûle et après il ne touche plus. On a besoin d'exposer les gens à ce qui est en train de se passer. On a besoin de créer un lien, limite affectif, avec le monde naturel, où l'homme est une partie intégrante de ce monde naturel. Donc, transmission par les personnes qui sont en train d'apprendre maintenant, je m'en fous de leur âge, à les personnes qui ne sont pas en train d'apprendre maintenant, je m'en fous de leur âge aussi, et exposition in vivo à ces problématiques, parce que sinon ça ne va pas se faire, et incertitude et complexité. Les animaux ne parlent pas, oui. Ils apprennent. Il y a un dernier concept qu'on voulait évoquer, qu'on va essayer d'évoquer rapidement et qu'on voyait tous les trois, enfin en tout cas Gilles et moi pour avoir l'éprouvé comme étant un potentiel levier de mobilisation. C'est, alors l'amour ça fait un peu pompeux, on va mettre amour / humanité, ce qui fait de nous à un moment donné des êtres qui vivons des émotions les uns pour les autres fortes. Alors, il s'avère que je reviens d'un embarquement sur le Charles de Gaulle, où j'ai vécu aux côtés des pilotes de chasse pendant une semaine. Et ce qui est extraordinaire, que je voulais vous partager, et je pense que ça donnera de la matière à ta réaction, Gilles, c'est que, en fait, sur ce bateau de guerre où il y a 2000 personnes qui vivent dans des conditions extrêmement rustiques, qui sont avant tout des marins, et donc qui sont au plus près de la nature, ils y passent entre 9 à 11 mois par an. En fait, on revient, et c'était très perturbant pour moi, à des espèces de fondamentaux d'humanité exceptionnels. On est dans les conditions les plus difficiles, sur des salaires qui sont très bas. On travaille en moyenne 15 heures par jour et on part à peu près 5 mois. Loin de tout le monde, et vous n'avez pas accès à Internet et vous n'avez pas le téléphone. Et dans ce contexte-là, en fait, il y a deux éléments qui font que les hommes et les femmes trouvent en eux des ressorts extraordinaires. La mer et l'esprit d'équipage fait qu'ils reviennent à des fondamentaux extraordinairement humains. Et moi, j'ai débarqué avec énormément d'enthousiasme et une vraie question que je vous pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour recréer les conditions de ce retour à nos fondamentaux d'humanité en fait, et à ce rapport à l'émotion, à l'amour et à l'autre qui peut être un des leviers de changement. En tout cas, c'est une conviction très forte chez moi. Gilles ? Je travaille depuis longtemps avec un groupement qui s'appelle La Voix de l'Enfant. Ce sont des femmes essentiellement qui se portent partie civile dans les procès de maltraitance d'enfants. Il y a 3 cas cette semaine monstrueux. Les humains actuels sont capables de secouer un bébé jusqu'à ce qu'il meure, en fait, parce qu'il a pleuré, ou l'abandonner dans une cage et le laisser mourir de faim. L'amour a totalement disparu. Et c'est là que moi je refuse de dire que les animaux ne sont pas capables d'amour. Je crois qu'aussi on peut le dire. Hein. Bon, je ne parle pas d'une huître, hein, l'amour de l'huître vis-à-vis de sa progéniture. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des cas chez les mammifères, ou chez les oiseaux aussi, même des poissons. Hein. Quand vous voyez la richesse de la construction d'un nid par une femelle d'épinoche, un mâle d'épinoche, pardon, pour attirer sa copine, c'est magique. Hein. Et si le nid est mal fait, il n'a pas de copine. Donc il a vite compris qu'il avait intérêt à être amoureux et pour faire le nid le plus parfait possible qu'il soit. Donc n'amenons pas ça que chez l'humain. Mais alors pour revenir à ton cas, moi j'avais été très troublé, tu te rappelles, sur un autre navire de guerre qui était non pas un porte-avions mais un porte-hélicoptère. Le mot qui nous unissait, c'était transmission. Et nous, pour toi aussi surtout, comment est-ce qu'effectivement un petit neurone de l'hypothalamus va être capable de communiquer avec une cellule hépatique ou bien avec une cellule de la moelle osseuse ? Sur un navire de guerre, ils m'ont dit c'est pareil. Donc, j'ai découvert ça, effectivement, comment est-ce qu'à un moment précis, on va aller de l'arbre d'hélice jusqu'au commandant de bord, à la passerelle. Et ils nous avaient dit une chose très troublante qui m'a rappelé, parce que tu dis là, le commandant de bord me disait,
dans certains cas dans la Marine nationale, la fonction prime le grade. Il nous disait très bien, tu te rappelles, Poitou, il disait en fait, quand je confie à un jeune de 20 ans de l'école navale, un midship, la barre d'un bateau, alors lui comptait en sous 3 milliards d'euros, ben, je vais me coucher tranquille. Hein, donc c'est vrai que cette capacité-là, mais sur un microcosme, hein, ça ne marche pas sur un territoire trop ouvert, ceci, ça fonctionne. Et puis bien sûr aussi dans un environnement militaire où il y a quand même une hiérarchie. Alors, pas toujours la même qu'on imagine, mais en tout cas, c'est marqué. Chacun sait qu'il dépend de l'autre. Est-ce que c'est de l'amour? On peut se poser la question. Ce qui est vrai, c'est que l'amour est le moteur essentiel de tous les systèmes, et on l'a oublié aujourd'hui. Moi, je lis un petit peu partout tout ce qui se passe, je cherche l'amour partout. Il n'y a plus cette notion, alors, c'est lié aussi à cet amour, qu'est-ce qu'on va transmettre? Si on les aimait, nos enfants, bah, tout ce qu'on a raconté là ensemble, tous les trois, depuis tout à l'heure, on s'y prêterait pas. Hein. C'est quel monde on leur laisse? Quand j'écoute Greta Thunberg, moi j'ai eu honte dans la façon dont cette gamine a été attaquée en France récemment. Qu'on critique le fait qu'une petite fille ne doit pas être là ou là, je veux bien. Mais je défie quelqu'un, au plan scientifique, à dire qu'elle a quelque chose, dire qu'elle ne soit pas juste, à tous les moments où elle est exprimée. Elle a un style pour le faire, hein. Quand, pas elle, mais une autre Greta Thunberg que j'ai croisée, disait à Nicolas Hulot, « Monsieur le ministre, vous arrêterez quand de nous refiler la patate chaude ?» À 15 ans, hein. Donc les jeunes, tu as raison, les jeunes ont profondément changé. Et l'amour est essentiel parce que c'est le réaccord du système, avec le profond respect de l'autre. Puis il y a le mot amour, mais il y a le mot tendresse aussi, on l'a complètement oublié. Les jeunes ne savent même plus que quand on fait l'amour, il faut d'abord la tendresse pour que ça marche bien, parce qu'on ne leur a jamais dit. Et là, il y a plein de notions qu'on a complètement oubliées. Et moi, je souffre très fort. Je suis enseignant dans ces disciplines dont je vous parlais tout à l'heure, 70% de filles. Elles viennent demander aux profs d'université, est-ce qu'on fait un bébé? C'est ce qu'on demandait au curé il y a 40 ans. Hein. Et ça, on est en train de leur voler, en fait. Moi, je sais pas, si on est amoureux, qu'on est sûr du compagnon que l'on a ou de la compagne que l'on a, bon, on fait un bébé, bien évidemment. On n'en fait pas 8, hein, je suis entièrement d'accord. Hein. Mais on en fait un. Aujourd'hui, que ces jeunes soient amenés à se poser cette question-là, il n'y a plus d'amour du tout. Et je finirai par un truc très trivial, raconté par un jeune couple marié récemment. Lui, il a un super boulot, la défense, il doit se gagner au moins 20 000 euros par mois. Il me dit, je rentre, mais un boulot de con, il dit, ça me fait chier, c'est pas intéressant, je gagne plein de sous. Il rentre le soir, et il fait l'amour avec sa copine, il me racontait ça. Hein. Il me dit, bah d'abord, ça ne marche pas très bien parce qu'on est inquiets tous les deux, et on ne fait pas de bébé. Ça veut dire qu'on a tué cette capacité, effectivement, je dirais, profondément humaine et naturelle, à être dans un système où ce qui est assez naturel puisse se produire. Alors après, bien sûr, hein, comment a-t-on éduqué les garçons, comment a-t-on éduqué les filles? Je vais revenir encore à un fait qui m'a fait très mal. J'enseigne à Sciences Po Paris et à Sciences Po Bordeaux. La France gagne la Coupe du Monde l'an dernier. Donc nous sommes au mois de juillet 2018. Les filles ont regardé le match à la télé aussi, parce qu'elles regardent le foot, les filles aussi maintenant. Tout le monde descend dans la rue, super heureux. Toutes les filles, quelles que soient les classes d'âge, m'ont dit on est remonté au bout d'une heure. C'était insupportable. Et on se faisait embrasser, on se faisait tripoter parce qu'on avait gagné la coupe. Mais comment ont été élevés les garçons? Quel comportement amoureux il y a là-dedans? Et ça, c'est tué par ce système qu'on évoquait tout à l'heure, effectivement. Alors, je ne sais pas si c'est l'abandon de grandeur morale et tout. Moi, je n'aime pas trop le mot moral parce que je trouve ça un peu trop proche des fois. Je suis profondément anti-mystique, donc effectivement, ça me gêne un petit peu. N'empêche que dans les relations humaines, ça a été le moteur de beaucoup de choses. Mais dans un profond respect, jusqu'à une époque très proche, la nuit de noces, c'était un viol. Et ça, en fait, c'est tellement épouvantable. Quand tu as dit un truc terrible tout à l'heure, hein. Comment est-ce que les mecs de 1947 trouvaient normal que les femmes ne votent pas? Mais qu'est-ce qui se passait dans leur tête? Les femmes chiliennes votaient en 1911, moi qui ai longtemps vécu au Chili. C'est totalement monstrueux. Donc et aujourd'hui, je trouve qu'on est plutôt vers une régression. Hein. Bon, ces bébés secoués, ça a toujours existé. Mais ce manque total d'empathie, et tous ces pervers narcissiques qui nous entourent, il y en a plein, hein, sont des gens qui sont absolument... C'est 98% de garçons. Il y a quelques cas de femmes. De la mère à la fille, j'en ai vu. Des pervers narcissiques aussi. Il y a beaucoup avec Maurice Cyrulnik là-dessus. Et c'est vrai que... en capacité totale d'empathie vis-à-vis de ce qu'on va produire, on arrive à des choses qui sont monstrueuses. Et ce qui est dramatique, et je finirai là-dessus, pourquoi l'amour est-il essentiel? Parce qu'un gamin élevé comme ça va reproduire ça ensuite avec les gens qu'il va rencontrer par la suite. Donc, c'est le moteur de tout. Alors ça paraît effectivement désuet, débile, les romans à 100 sous, tu vois. Le coup de fou, ça n'existait pas. Jusqu'à ce que ça m'arrive, tu vois. Donc je me dis, finalement, et c'est chouette que ça arrive. Et récemment, il y avait un très joli article dans ce Conversation. Quelle est la chimie subtile des hormones du coup de foudre? Alors j'ai trouvé ça génial. Bon, c'est ramené à des niveaux très biochimiques.
Mais c'est super intéressant. Et ce n'est pas du tout secondaire ou désuet dans le type d'analyse qu'on a aujourd'hui de la perception de l'humain vis-à-vis des changements divers qu'il a créés. Et je pense que sans amour, on n'arrivera pas à s'en sortir. Et ça, c'est peut-être... Comment on fait la pédagogie de tout ceci? On est tellement coincé dans nos sociétés qu'on n'a même pas fichu d'expliquer à ces gamins comment ça se passe, quoi. À part des faits très, très pratiques. Il y avait un super article, vous avez vu, dans les bouquins de Sciences Nat récemment. Il y a des zizi de mecs partout. Il n'y avait aucun clitoris avant le mois de mars 2019 dans un bouquin de sciences naturelles de lycée. Les filles, elles sont dans tout ça, c'est effroyable. Et je finirai par un fait récent qui m'a beaucoup choqué. Dans les programmes anti-sciences de la vie et de la Terre, la présidente de la comité des programmes est à la Manif pour tous. Et elle me dit récemment, il ne faudrait pas enseigner la sexualité et la reproduction. Et nous sommes en novembre 2019. Je passe le bâton à mon copain. Il va m'expliquer tout ça, mon copain Albert. Comment ça se passe? Comment ça se passe tout ça? L'amour. Est-ce que tu penses que ça peut changer les choses? Je pense que ça a déjà changé les choses, dans le sens où on vit dans un monde très particulier, où on dit aux gens méfiez-vous des autres, méfiez-vous de ce que vous lisez sur Internet, méfiez-vous des politiciens, méfiez-vous des experts, méfiez-vous de tout le monde. S'il y a quelqu'un de toxique dans votre vie, dégagez-les. Si votre meilleur ami vous fait un coup bas, il dégage. S'il y a quelqu'un qui draine votre énergie, vous les coupez de votre vie. Et en face, il y a tout un courant qui dit faites-vous confiance, aimez-vous. Ouais. Faites confiance à votre intuition. Vous êtes génial, vous êtes géniaux, vous avez des capacités latentes qu'on va vous aider. Libérez votre cerveau, libérez vos compétences. Que personne ne se mette sur le chemin de l'amour que vous allez porter pour vous-même. Il y a même des thérapies où il faut s'écrire « Aimez-vous, je m'aime sur mon corps ». Il y a la mémoire de l'eau, on va écrire « Je m'aime, j'aime » sur des bouteilles d'eau et boire l'eau le matin. Et je pense qu'il y a trop d'amour. Mais il y a trop d'amour de soi et c'est pas de l'ego. C'est pas de l'amour, c'est pas de l'ego. C'est pas il y a trop d'amour de soi en ego. C'est il y a trop d'amour de soi dans le sens d'exclure tout ce qui n'est pas positif dans ma vie. C'est le fameux développement personnel, quelque part, quand il est mal compris, parce qu'une grande partie du développement personnel est très fiable. Ça vient des années 60, d'un monsieur qui s'appelle Carl Rogers. C'est la psychologie humaniste, en gros. Mais ça, c'est un autre débat. Et moi, je pense qu'il faut qu'on s'aime un peu moins. Que chacun s'aime un peu moins, parce qu'on est tellement obnubilé par l'amour de soi. Et encore, ce n'est pas de l'ego, ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas avoir la grosse tête. C'est vouloir être dans une quête perpétuelle de la satisfaction et du bonheur de l'individu à tout prix. Si votre meilleur pote vous fait un sale tour, vous lui pardonnez. Vous ne le coupez pas. Si vos parents sont toxiques, vous démerdez à trouver une solution. Je suis désolé. Vous démerdez. Genre, on se démerde. Ça s'appelle la tolérance à la frustration. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'amour, on a besoin d'apprendre à être frustré. On a besoin d'apprendre à ne pas aller bien tout le temps et de se dire c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai des personnes qui viennent me voir au cabinet, et donc on fait la première séance, et à la fin je leur dis en fait vous allez mieux que moi. Ça les rassure. Vous allez mieux que moi, donc je ne sais pas quoi faire, mais vos attentes sont inatteignables. On a une sorte de seuil de bonheur, au-delà duquel ça ne sert plus à rien, à part qu'à exclure l'autre. On a besoin de se faire moins confiance, on a besoin de s'aimer moins, on a besoin d'accepter d'être dans des situations pas cool, on a besoin d'accepter que nos potes des fois nous plantent au cinéma, c'est pas très grave, ils sont plus pas vos potes parce qu'ils vous ont manqué de respect. Il faut que tout le monde se prenne un peu moins au sérieux. On vit très peu, on crève à la fin. Moi je suis un peu nihiliste, je crois que c'est rien ni avant ni après ni pendant d'ailleurs. Et pourquoi tout le monde se prend tellement au sérieux? Pourquoi? On a besoin de s'aimer moins et d'aimer les autres plus. Les autres qui ne sont pas bons. Pas les autres qui sont comme nous. Les autres qui ne sont pas bons. Je sais pas, je vais presque paraître religieux, c'est pas bien ça. De voir quelqu'un qui fait une connerie et d'arrêter de dire que c'est un mouton. Moi à chaque fois que vous dites que les gens c'est des moutons, c'est moi. Moi, je suis le mouton. Il faut arrêter que tout le monde veuille être des bergers. C'est utile d'être des moutons. On est des animaux sociaux. On s'en est sortis parce qu'on s'est entraidés. On a besoin d'être des moutons. On a besoin d'avoir des mécanismes groupaux. On a besoin d'être ensemble dans la merde
pour qu'on puisse s'en sortir. Mais ça sert à rien que chacun d'entre nous veuille juste sortir ses narines et se dire oui mais moi je la sens pas. Il faut Voilà, c'est ce que j'en pense. Oscar Wilde disait la plus belle histoire d'amour, c'est de s'aimer soi-même. On est sûr que c'est la seule qui ira jusqu'au bout. Voilà.